Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao, le podcast qui vulgarise la recherche en Sciences Po. Je m'appelle Marjolaine et 2 fois par mois, je recevrai des jeunes docteurs ainsi que des étudiants en master et en doctorat pour parler de leur sujet de recherche en sciences politiques. Vous le verrez, nous sommes ici sur un champ d'études plutôt vaste, alors à la fin de chaque épisode, sur le site du Dazibao, vous retrouverez un résumé avec les points clés de chaque discussion, quelques définitions complémentaires et une petite bibliographie pour les plus aventureux d'entre vous. Et maintenant, sans plus attendre, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao, le podcast qui vulgarise la recherche en Sciences Po et en sciences sociales en général. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Julien Bueb, docteur en sciences économiques. Il est spécialisé en économie de l'environnement et des matières premières. Aujourd'hui, nous allons parler de son livre paru aux éditions Le Cavalier Bleu, Géopolitique du sable, une ressource omniprésente, auxiliaire de puissance et de conflits. Bonjour Julien. Bonjour, merci de me recevoir. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de répondre à mes questions et de nous parler de ton livre, donc qui est paru vraiment en juillet 2025, il n'y a pas très très longtemps. Ouais, fin juin. Fin juin, voilà. Donc du coup, question traditionnelle pour débuter tous les épisodes du podcast. J'aurais aimé savoir comment tu en es arrivé à faire ce que tu appelles dans un post une seconde thèse, projet colossal, et comment t'en es arrivé aussi à travailler sur le sable. Ouais, c'est un peu rocambolesque en fait. Rocambolesque, j'exagère un peu quand même. L'intérêt en fait pour le sable, il naît d'un documentaire sur Arte que j'ai vu en 2013 ou 2014 qui s'appelle Quand nos plages auront disparu d'un certain Nicolas Delestrac, si je n'écorche pas son nom. Et j'avais trouvé ce documentaire très bien foutu avec les enjeux autour du sable que je ne connaissais pas du tout. Mhm. Et à l'époque, moi, je travaillais au Quai d'Orsay et j'ai fait juste un petit saut au-dessous des cartes sur Arte, justement, émission de géopolitique. Je suis pas resté longtemps. Et lors de ce petit passage, j'ai dit, bah, il faut qu'on parle un peu de sable. Il y a des enjeux géopolitiques qui n'étaient que très très légèrement abordés dans ce documentaire-là, mais j'avais vu les enjeux géopolitiques directement derrière. J'en avais fait un peu de recherche. Ils en ont fait, je sais, une vidéo au-dessous des cartes. Alors, moi, dans le laboratoire qu'ils faisaient le dessous des cartes, qui s'appelait l'EPAC à l'époque. Et après, moi, j'en ai fait un petit papier au Quai d'Orsay, parce que je suis retourné au Quai d'Orsay, au Centre d'analyse de prévision et de stratégie. C'est une cellule qui est directement rattachée au ministre des Affaires étrangères, qui est une sorte de think tank interne au Quai d'Orsay. Et là, j'en ai fait un papier avec une collègue stagiaire, Alina Ok, Pamar, qui est maintenant diplomate. Et les années passent, on ressort ça sur un petit site internet qui s'appelait DiploWeb, hein, qui est suivi ok, de la oui. part d'étudiants, et on fait cet article. Et d'avoir publié cet article, je me fais contacter plus tard encore, lorsque j'étais à France Stratégie, par France Culture, qui me disent vous êtes expert du sable. Moi, je leur réponds pas du tout. Bah, si, c'est bien vous qui avez écrit cet article. Oui, mais j'ai écrit un article et ça me fait pas de moi un expert. Ils me disent oui, mais vous êtes économiste en plus. Mais justement, c'est pas de l'économie. Donc voilà, mais ça nous ferait bien plaisir que vous veniez. Donc j'y suis allé. Et de là, quelques temps plus tard, en 2020, le Cavalier Bleu m'interpelle, me dit bonjour monsieur, vous êtes expert du sable. J'avais envie de répondre toujours pas. Mais je vous ai entendu sur France Culture, oui, mais ça fait pas de moi un expert, etc., etc. Et là, on vous proposerait bien d'écrire un livre sur ce sujet-là. Ok. Et je me suis lancé, j'ai accepté. Alors, évidemment, ça m'a pris beaucoup plus de temps que nécessaire, que ce que fait l'édition d'habitude l'éditeur, parce que je bosse à côté et je découvrais le Ouais. sujet et je devais devenir expert. Donc maintenant, je le suis un peu plus. Voilà, j'accepte D'accord. un peu plus cette terminologie. Donc voilà pourquoi je décris ça comme une deuxième thèse, parce que c'est un travail Ouais. de recherche à côté de mes boulots, sachant que j'ai changé 3 fois de boulot pendant la période. Euh, donc c'était un programme de recherche un peu à côté, mais c'est pas quand même une thèse non plus. Voilà. Ok, donc tu l'as dit, tu es docteur en sciences économiques, donc spécialisé en économie de l'environnement et des matières premières. Ta première thèse, elle portait sur quoi? Alors, ma première thèse, politique stratégique et environnement, ça c'est le titre, c'est un peu vaste, c'est une thèse théorique Ok. d'économie marginaliste où tu cherches à savoir analyser les comportements d'État, d'entreprises par rapport aux réglementations environnementales. Il y avait
C'était le début de l'économie de l'environnement en France, grosso modo, hein, j'ai soutenu en 2007. J'ai mis le temps aussi pour faire cette thèse-là. Et c'était très très théorique. Voilà. Et après, je me Ok. suis éloigné aussi de l'analyse théorique pour essayer d'aller dans des cas plus concrets, plus politiques, parce que c'était pas du tout politique comme c'était abordé. Et tu l'as publié, ta thèse, ou vraiment le cavalier... Ah non, d'accord. Donc le cavalier bleu, c'était ta première expérience d'édition, enfin de publication, d'écriture pour un livre, on va dire. Pour un livre, ouais, parce que la thèse, en fait, j'étais tellement un peu critique en fait de ce que j'ai pu produire et que ça Ok. servait tellement peu en fait en termes de messages politiques, même si ma thèse n'était pas très éloignée. Hein. Je travaillais sur les marchés carbone, sur les taxes carbone, donc c'est Oui. des sujets qui sont encore d'actualité, mais c'était traité de telle manière théorique que l'applicabilité ne me convenait pas. Et on m'avait proposé hein, de l'éditer, hein, mais j'ai dit oh non, ça m'intéresse pas, c'est Ouais. pas la peine. Bon, maintenant à rebours, je me dis, bon, c'est dommage. Maintenant, voilà, j'en ai fait autre chose. Je suis passé à autre chose. C'est très bien. Et quand le cavalier bleu toque à ta porte pour te dire, alors c'est cool, t'as pas de maison, il y a plein de gens qui cherchent des maisons d'édition pour publier leur travail. Toi, on vient te voir, on te dit, hey, ça serait cool que vous nous produisiez quelque chose sur un sujet. Donc je pense que c'est un peu une chance. Voilà, tu m'arrêtes si je me trompe. Mais en même temps, j'imagine ça doit être... est-ce que c'est submergent parce que ça présage un travail qui va être important, long, je sais pas. Est-ce que c'est un peu intimidant? Intimidant, oui et non. Bah, des fois, moi, je suis très naïf par rapport à ce qui m'arrive dans ma vie. Donc, voilà. Et puis, j'ai tendance à tout accepter. Donc, je n'ai pas mesuré, en fait, le temps que ça allait me prendre Ouais, hein, et le temps de cerveau, en fait, que ça allait ouais, me prendre. Voilà. Parce que ok. en parallèle, si tu veux que je raconte un peu ma vie, Oui, on me l'a proposé, j'étais à France Stratégie avec ok. beaucoup de boulot. Notamment, il y avait tout un programme on était deux papas d'un programme qui s'appelait Soutenabilité. Et après, on a élargi ça à plein de collègues. Ça a été très très riche. On a bossé avec plein de chercheurs différents, plein d'agents d'administration pour repenser les politiques publiques étatiques au prisme en fait des limites planétaires, grosso modo, et des Ah questions oui, sociales. ah Et oui. des questions sociales. Donc le travail était faramineux, Oui, c'était chouette, mais un peu trop politique. Hein, on l'a bien fait sentir. ah, Et donc on était là-dessus, on sortait du Covid. Moi j'ai fait une grosse crise d'éco-anxiété pendant même temps. Et on me ouais, propose d'écrire le bouquin. Après je suis passé au Haut Conseil pour le climat. Pareil, charge de boulot phénoménale. C'est toujours dans les locaux de France Stratégie, etc. Puis après, il y a eu, je voulais fuir parce que j'avais plus l'impression de porter les messages au niveau de l'État. Et je voulais essayer de lancer un nouveau défi dans le concret. Donc là, c'est le poste que j'occupe actuellement. C'est en province, dans une communauté d'agglomération, oui. dans la diagonale du vide ou dans le Y du vide. Et il y a tout à faire et c'est beaucoup plus concret. En même temps, il y a des choses à la fois stratégiques. Je découvre et je suis très content d'être là-bas. Ok, donc j'imagine ouais, un sacré challenge d'écrire en même temps que tout ça et aussi tous ces changements de vie, écrire un livre et puis faire de la recherche pour ce livre, j'imagine que ouais, ça a dû être un vrai beau challenge. Ouais. Ok, donc maintenant je te propose de parler du sable. Donc du coup, toi, tu en parles comme d'une ressource stratégique. Donc c'est vrai que nous, oui, je sais pas, quand tu me dis le sable, c'est d'ailleurs ça qui m'a interloqué, interrogé, interpellé plutôt quand j'ai vu la publication sur LinkedIn, la géopolitique du sable. Je me suis dit mais le sable, enfin, on n'imagine pas ce qu'il peut y avoir derrière toute l'exploitation du sable. Donc concrètement, qu'est-ce qui en fait une ressource stratégique et à quoi ça sert principalement le sable dans nos sociétés? Ben, le sable, c'est un peu comme l'eau. En fait, on le trouve partout. On le trouve partout. On en a besoin pour tout. Essentiellement, en fait, c'est tout ce qui est bâtiments, travaux publics, notamment les Oui. travaux publics, tout ce qui est route. Donc, le sable, on en a besoin pour la mobilité, en quelque sorte. S'il n'y a pas de sable, on n'arrive pas à bouger ou très difficilement. On n'arrive pas à bâtir et donc à se loger pour le deuxième usage le plus important. Et en ce sens, rien que ça, parce que le sable est présent pour notre quotidien, Mhm. pour le se loger et se déplacer. Et en ce sens, on en a besoin tout le temps, pour tous nos usages. Et de là, après, il y a plein d'autres usages en fait Oui, aussi qu'on ne soupçonne pas. Alors, il y a la logique loisir, construction de digues, mais c'est du travaux public. Mais la logique loisir, c'est les plages qu'on connaît oui, bien.
Voilà, on veut des plages de sable parce que les plages de galets ça fait mal au peton, donc il faut ensabler les plages pour qu'elles soient plus agréables et attirent plus de Voilà, c'est touristes et ça. fassent plus de business. On en fait aussi des sortes de digues aussi pour éviter la montée des eaux Ouais, et la poldérisation aussi, hein, c'est important ouais. aussi comme Alors, qu'est-ce que c'est la poldérisation pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers avec ce terme? poldérisation, c'est quand tu essayes d'évacuer de l'eau dans des terres qui sont à peu près proches du niveau de la mer. Tu essayes de les assécher pour pouvoir construire dessus, ou en tout D'accord. cas anthropiser en fait un milieu. Voilà. D'accord. Donc, tu rajoutes du sable pour sortir des eaux d'une certaine façon? Cette façon? Exactement, tu en as D'accord. beaucoup en Hollande en fait, les zones de polder qui étaient des marais un peu en dessous du niveau de la mer et où il y a eu des remblais, des extractions d'eau avec des digues de sable pour pouvoir construire et gagner un peu de territoire sur l'eau. Et j'ai vu dans ton livre que tu parles aussi des puces électroniques et de vaccins. Le sable, quand on le chauffe très fort, ça fait du verre. Tout ce qui est verrerie, donc des fioles de vaccin qui sont en verre, des fois un peu semi-plastique, donc on le retrouve là-dedans. Ça sert à sabler des jeans. Je sais plus j'ai oublié le premier exemple que tu as dit. Euh, Les puces électroniques. ben voilà, t'en as un pour les circuits de fabrication, t'en as besoin pour l'extraction de gaz de schiste, de pétrole de schiste, Ouais. ou dans le Ah, fracking, plus ce qu'on appelle avec du sable industriel, mais t'en as la fibre optique avec la silice, Mais donc, c'est vraiment partout, quoi. vraiment partout. Et donc, c'est une ressource qu'on trouve beaucoup oui. dans plein d'endroits, qui est facile à extraire parce qu'il y en a partout. Ça n'a pas des propriétés physiques qui répondent à des besoins de matière. Je pense par exemple à l'acier, ça a des propriétés physiques pour certaines résistances, pour faire passer Mhm. des trains dessus, etc., ou construire des trucs très solides, ou à je sais pas quelle terre rare on pourrait mettre dedans en face pour des propriétés électromagnétiques qu'il pourrait y Ouais. avoir, comme les propriétés d'aimant, comme le néodyme. Le sable, c'est plein de petites matières, c'est un matériau qui est de plus ou moins grande taille. D'ailleurs, Ok. je fais une vulgarisation dans le livre, hein, parce que je considère sable ce qu'on appelle les fines, c'est-à-dire des tout petits grains très 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 fins à des granulats qui sont, ça c'est des terminologies Ouais. industrielles et plus des sciences techniques, à des cailloux plus ou moins gros en fait. Hein. Mhm. Ça peut aller jusqu'à quelques centimètres, mais l'usage grosso modo est le même à peu près par rapport aux besoins principaux du sable et à la géopolitique. Ok. Et j'ai découvert dans ton livre qu'en fait, on peut pas. Parce que c'est vrai, on pourrait se dire, tu vois, naïvement, bah, s'il manque de sable, aller prendre le sable du désert. En fait, j'ai découvert dans ton livre qu'on peut pas. Tout n'est pas utilisable. Donc, en fait, c'est certains types de sable qui sont utilisés par exemple, pour la construction. Et par exemple, les sables du désert sont impropres pour certains types d'utilisation. Alors, ils ne sont pas totalement impropres, mais Ouais. on ne peut pas les Mais employer tels quels. Pourquoi? Alors, on lit souvent dans la littérature, pour ceux qui s'intéressent au sable, que les grains de sable du désert sont roulés, donc ils sont tout ronds, et donc on n'arrive pas à les agglomérer. Ils sont tout fins, tout d'accord. ronds. C'est plus une problématique de granulométrie. D'accord. C'est-à-dire que pour en fait faire un beau château de sable sur la plage ou faire un beau bâtiment, on a un agglomérat de granules qui sont tous différents les uns des autres. Ils sont plus ou moins anguleux, mais ils sont tous différents les uns des autres. Et le fait qu'ils soient tous différents les uns des autres, c'est ce qui permet qu'ils s'agrègent les uns des autres avec un peu d'eau, hein, évidemment. Les sables du désert, en fait, vous pouvez mettre autant d'eau que vous voulez. En fait, ils sont trop de la même taille. Et Ok. donc, vous ne pouvez pas avoir une courbe granulométrique qui permette en fait de structurer en fait un château de sable ou un bâtiment. C'est exactement la même chose en fait qui est fait en pharmacie quand vous avez des dragées de médicaments, alors, je sais pas, n'importe des paracétamol par exemple en gélule. Il faut une courbe granulométrique dedans, sinon votre cachet ne peut pas se tenir. Voilà. C'est Ok. exactement la même physique qu'il y a derrière. C'est une problématique physique. Alors le sable des déserts, donc on peut l'utiliser, mais si on le mélange à d'autres, mais dans des proportions, tout en sachant qu'il faudrait retirer les grains de sable qui aient les mêmes propriétés physiques que les grains de sable du désert. Sinon, vous n'allez pas avoir votre courbe granulométrique où vous allez avoir de la fragilité sur vos bâtiments. Ah ouais, donc financièrement, j'imagine aussi que perte de temps, perte d'argent, voilà. Exactement. Il n'y a que dans un usage, on y reviendra peut-être plus tard, on retrouve en fait du sable des déserts dans des entraves territoriales, mais on construit des dunes avec. Donc, Ah oui, donc en fin de compte, ça revient
à ce à quoi ça sert, en fait, à son usage premier, quoi. Pas d'usage industriel en tout cas. Ok. Et du coup, dans ton livre, t'expliques bien comment, de plus en plus, on a besoin de sable. Comment t'expliques ça? Alors pourquoi on a alors, déjà, j'ai pas précisé les estimations du sable qu'on a. Alors je me base sur tout un travail de Monsieur Peduzzi, qui est un peu le leader, en tout cas la personne qui s'occupe de plus de sable depuis un peu longtemps, à travers différentes publications au sein des Nations Unies. Le, j'ai- Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a une extrapolation en fait des estimations de consommation de sable. Le sable, en fait, généralement, il est consommé sur place parce que, comme je t'ai dit, il y en a partout. Donc, on le pioche chez le voisin ou en tout cas, on en fait des carrières, etc. En France, on va rarement, je dis bien, mais de temps en temps quand même le chercher dans les océans. On ne pioche quasiment plus en rivière parce qu'il y a des enjeux environnementaux assez importants dont on reviendra plus tard. Donc on fait des carrières, c'est-à-dire on rase une forêt et on broie de la roche. Mais ce qui fait le prix du sable, généralement, c'est le coût du transport. Parce que c'est de la matière qu'on trouve partout, donc on va faire des carrières un peu partout, sur tout un territoire, c'est valable un peu partout dans le monde, hein, ça ce que je dis. Mhm. Et donc en fait, ce qui va être chiffré en fait quand vous achetez du sable, c'est le coût du transport, surtout. Ok. Donc il ne faut pas qu'il aille trop loin, parce que sinon le prix augmente très fortement. Et de ça, en fait, vu qu'il est abondant partout, bah, il n'y a pas vraiment de compta qui est faite, à part sur le transport. Donc au niveau mondial, en fait, on ne sait pas trop combien on consomme de sable. Ok. Donc on fait une extrapolation à partir de quoi? À partir du secteur principal qui consomme du sable. Le secteur principal, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le bâtiment travaux Ouais. publics, tout ce qui est voirie, etc. Et là-dedans, comment on utilise du sable là-dedans? On fait du béton. Donc on prend du sable, on fait avec du ciment, on en fait du béton pour consolider tout ça. Société moderne oblige. Mm. On l'extrapole pas trop à travers la chaux, parce que la chaux, c'est un liant aussi, mais la chaux, c'est beaucoup moins employé maintenant. Et pourtant, ça serait un peu mieux en termes de bilan environnemental, pas tant en termes de gaz à effet de serre, mais en termes de perspirance des bâtiments et en termes de bâtiments sains. Bon, ça, c'est Ok. une Bon. autre problématique. Petit C'est une autre message, enfin. problématique. Je suis en train de rénover un bâtiment ancien, c'est pour ça, Ah, voilà. comme on voit derrière. Euh, donc on extrapole en fait le chiffre du sable à partir des consommations de ciment. Et les consommations de ciment sont autour de 5 milliards de tonnes par an. Et Ouais. donc on tourne autour de 50 milliards de tonnes de sable estimées par an. Alors à comparer, par exemple, j'ai parlé de certaines terres rares tout à l'heure, il y a des terres rares en fait qui sont exploitées pour leurs propriétés physiques à travers le monde, ça se compte en dizaines de tonnes par an. Et Ouais. là on est sur un ordre d'idée de 50 milliards de tonnes. J'arrive même pas à visualiser, le 50 milliards de tomes. Je crois qu'il y avait une estimation qui avait été faite, justement, c'est à peu près un mur de 25 km par 25 km autour de la planète au niveau de l'équateur. Je crois que c'était à peu près ça de mémoire, pour vous Ah ouais. donner un ordre d'idée, mais pareil, 25 km, un mur de 25 km de haut et de 25 km de large, on sait que c'est gros, quoi. Oui, c'est très grand. Ok, et comme tu l'as dit, là, tu l'as mentionné, en fait, quand tu ouvres une carrière, c'est pas forcément parce que j'imagine, enfin, moi qui n'y connais rien, tu sais, je m'imaginais, ben, tu sais, le sable, bah, tu le ramasses à la pelle et tu vas l'utiliser pour faire du ciment, comme tu disais. Mais non, tu as parlé de broyer de la roche, donc on peut aussi le fabriquer en concassant. Donc j'imagine qu'il coûte plus cher ou non, c'est pas si. Si, si, bah, il y a de moins en moins de bassins sédimentaires, en fait, Ok. en France en tout cas, ou en Europe. Donc c'est plus difficile d'avoir des carrières où tu ramasses, Oui, tu ramasses à des la anciens lits pelle. de rivière, dans des Ouais. anciennes mers, en fait, où tu peux Ouais. ramasser du sable. Donc maintenant, dans des endroits on va dire plus à l'est de la France, bah, tu vas aller concasser, tu vas raser une petite montagne et tu vas concasser de la roche, quoi. Super, génial, génial. Et on sait à peu près où est-ce qu'on consomme le plus de sable dans le monde? Alors dans le monde, oui, on sait de très loin que c'est la Chine, même s'il y a eu un petit Ok. pic il y a quelques années, c'est la Chine. Bah, vu qu'on l'utilise dans le bâtiment travaux Oui. publics. Donc forcément, c'est les pays qui ont le plus de besoins en termes de travaux publics qui vont consommer le plus. Ouais. Il y a un tel développement et qui continue encore en Chine, même s'ils ont piqué au niveau consommation de sable il n'y a pas longtemps, bah, on sait très bien que la Chine a vu qu'ils ont, je sais plus, 1 milliard et quelques d'habitants, forcément les besoins en termes d'infrastructure sont colossales. Donc les besoins en sable répondent à ces besoins en infrastructure parce qu'il y a une population importante et un développement important. Aujourd'hui, le pays qui est en train de monter en flèche sa consommation de sable,
le pays qui a le plus d'habitants ou qui vient de dépasser la Chine, c'est l'Inde, qui est en train Ouais. de monter en flèche. Donc c'est pas étonnant. Et il ne faut pas croire que nous, dans les pays développés, on a piqué, on consomme plus de sable. Absolument pas vrai. En fait, on consomme toujours du sable pour l'entretien parce qu'on artificialise toujours énormément de terre en France comme Ok. dans les pays occidentaux. Et les infrastructures qu'on a toutes construites pendant les 30 glorieuses, elles commencent à être vétustes. Et donc, il faut les changer. Et donc, il y a un besoin de transformation de ponts, de destruction et de refaire des ponts partout en France, là, qui est en train d'émerger, ce qui a un coût financier colossal. Hein. Ouais, On y reviendra peut-être pas quand on parle de problématiques budgétaires. En tant qu'économiste, une problématique budgétaire, c'est juste un choix politique. Donc, on ne nous ouais. fasse pas dire que la dette, c'est un problème. Non, c'est un choix politique qui est eu derrière. Ça, c'est la petite parenthèse, la petite pique à l'économie. Mais c'est vraiment important parce que c'est toute la justification de combat politique qui est Ouais. derrière. Et donc, ouais, nous, on a des besoins en sable assez colossaux. L'Europe a autorisé aussi des camions de 60 tonnes. Donc, pour faire des routes qui tiennent des camions de 60 tonnes, Oui, parce qu'on les détruit, quoi, par définition. Peut-être que ça va fragiliser, donc en fait, on va devoir refaire derrière. on doit Parce que refaire, mais ouais. aussi pour que ça roule et que ça tienne, on Et doit en que- mettre plus pour que ça tienne. Donc, en fait, il faut encore plus d'apport là-dessus. Bon, voilà. Les besoins en sable, en fait, en Europe, dans les pays occidentaux, on en a encore beaucoup besoin. Et puis ça va grandir de plus en plus au cours des dernières années, si on t'écoute bien, pour justement refaire tout ce qui est en train d'arriver un peu en fin de vie, quoi. Exactement. Les estimations, c'est autour de 2050, 60 milliards de tonnes. Donc, on prendrait 10 milliards de tonnes au lieu de réduire, hein, alors qu'il faudrait qu'on réduise tous nos impacts Ouais. anthropiques, tous, et de manière drastique. Les estimations, même s'il y a des considérations comme quoi on va améliorer la technique, etc., le rythme de consommation devrait ralentir, mais on estime quand même qu'on devrait atteindre 60 milliards de tonnes d'ici à 2050. Donc du coup, un mur de 30 km sur 30 Peut-être. autour de la Terre, voilà, c'est ça. Je te laisse faire le calcul. Je te laisse faire le Voilà, calcul. c'est ça. Et du coup, oui, tu viens de parler de la Chine, et dans les enjeux géopolitiques autour du sable, tu parles aussi, dans ton livre, de Singapour comme un cas emblématique. Pourquoi? Parce que Singapour, c'est un territoire qui a cru depuis les années 70 à peu près de 25%. C'est une île. Alors Oui. comment tu fais croître une île, hein? Bah, tu gagnes sur la mer, hein, tu prends Oui. des risques quand tu peux. Mais Monaco avait fait ça aussi. Enfin, Monaco, toute proportion gardée, mais je crois que Monaco aussi, sa politique d'expansion sur la mer, il y avait aussi ça, où il s'était créé artificiellement des bouts de terre dans la Méditerranée, en fait, c'est ça. Exactement, c'est exactement la même chose, hein, on le trouve un peu partout dans le monde, hein, Ouais. c'est une pratique courante. Maintenant, de là à gagner 25% de son territoire, c'est moins courant. Oui, ça c'est... Et, Ouais. et dans une zone en plus géostratégique Oui, assez importante, c'est hein, ce que j'allais il y a dire, oui. plusieurs détroits, il y a un tiers du commerce mondial qui passe par là, Oui. de mémoire. Et quand vous êtes une île, bah, les ressources en sable, elles sont limitées. Donc, vous devez aller les chercher ailleurs, Mhm. donc chez des voisins. Des voisins généralement pauvres, hein, donc on va se baser sur la misère du monde pour extraire du sable et l'importer chez soi. Et au détriment, en fait, ben, quand on a des besoins colossaux comme Singapour, ben, il va y avoir des îles qui vont disparaître dans d'autres coins, notamment en Indonésie, où il y a une grosse vingtaine d'îles qui a disparu à cause de l'appétit d'ogre de Singapour. Ah oui. Et des îles qui étaient habitées, enfin, il y a eu des enjeux aussi au niveau des populations qu'on a dû déplacer. Ah oui. Oui, oui, bien D'accord. sûr, il y avait des. Alors, c'est pas forcément les îles les plus habitées, mais Oui. C'est- tu rajoutes ça au changement climatique qui a pour conséquence une augmentation du niveau de la mer, ben, ça se noie vite, quoi. Donc, Ouais. en termes d'enjeux géostratégiques, outre les problématiques des humains qui étaient dessus et des animaux, tu as les problématiques des territoires qui disparaissent. Ouais. Donc, tu as d'autres parties du monde où il y a moins de surface émergée. Ok. Et on n'en entend pas parler. Enfin, c'est pas des choses. Rarement. Et on parlait tout à l'heure, enfin là, à l'instant de Monaco. On peut aussi citer, tu sais, les îles en forme de palmier ou de monde, là, à Dubaï. Oui, alors il y a plusieurs palmes, tu n'es pas obligé de parler imparfait, ça existe. Il y a Ok. un projet qui n'a pas vu le jour qui s'appelait The World, qui était Ah, une ok. sorte de reconstitution Oui, une du map monde, monde, quoi. Ouais, c'est ça, de ouais. la map monde en île.
en île artificielle pour mettre des maisons de luxe dessus ou des appartements de luxe dessus. Et il y a trois palmes quelque chose aux Émirats Arabes Unis qui sont des extensions sur la mer de villégiatures de luxe pour riches personnes de par le monde, de Ouais. très très riches personnes de par le monde. Et là derrière, en fait, il y a toute une diplomatie, une forme de géopolitique, mais de soft power, comme on pourrait dire, Oui, hein, bien sûr. et qui est pour un attrait touristique. Regardez pas ce que je fais à ma population, à la traite des migrants qui viennent chez moi. Mais, ne regardez pas les matières premières fossiles que j'extrais et que j'alimente dans le monde. Alors, même si la responsabilité vient aussi aux consommateurs étatiques hein, qui refusent de changer de modèle économique. Mais en tout cas, voilà, c'est pour se redonner une bonne image de marque. En fait, il y a toute la diplomatie des Émirats Arabes Unis, une grosse partie de la diplomatie des Émirats Arabes Unis passe par ça, en fait. Ce côté luxe, tourisme, villégiature, et aussi de plus en plus club de foot, quoi, et Oui, autres c'est ça. activités sportives. Voilà. Oui. Et cette constitution des îles est un emblème hein, de ce soft power développé par les Émirats Arabes Unis, au même titre que la plus grande tour du monde, là, Le Burj Khalifa. un truc comme ça exactement. Ouais. Ouais, malheureusement, même quand on en entend parler, comme quand il y avait eu la Coupe du Monde au Qatar, où on savait en fait comment étaient traités, comme tu parles, des travailleurs étrangers du Bangladesh, indiens, etc. Il y avait eu des morts, on leur supprimait leur passeport, enfin vraiment de l'esclavage moderne. Ça n'a empêché personne d'aller s'enjailler au Qatar pour vivre son meilleur moment de footballistique, quoi. Dans des salles Donc climatisées alors qu'il fait 50 voilà, degrés alors qu'il dehors. fait 50 degrés. Oui, super, ok. Quand tu parlais de Singapour et de gagner de l'espace sur la mer, donc on sait tout. Enfin, j'ai fait pas mal de Sciences Po, donc tu sais, tous les conflits géopolitiques qu'il peut y avoir en mer de Chine et dans ces lieux-là où on se tire la bourre pour tu sais, la propriété de telle île ou telle île pour, voilà, par prestige national ou pour extraire des matières premières, etc. Comment ça se passe au niveau, tu sais, parce que j'imagine qu'il y a des notions de, tu sais, tes eaux territoriales, plus tu avances sur la mer, plus tu gagnes des eaux territoriales autour de de ton territoire. Est-ce que ça pose des problèmes au niveau de conflits militaires, armés? Enfin, est-ce que ça crée des tensions voilà, qui peuvent devenir violents, entre guillemets, ou Alors, je vais te répondre de manière juridique, je ne suis pas expert de droit Ouais, international, hein, mais en gros, les conflits passent plus sur à qui appartient quoi, ouais, plutôt que sur les gains. Parce que sur les gains comme les pertes territoriales, en fait, le droit international est assez clair. Si tu gagnes du terrain sur la mer, tes frontières ne changent pas. ok, Tes eaux territoriales ne changent pas. Par contre, elles devraient l'être si tu perds du territoire. Mais il faudrait que les États acceptent de remettre en cause leurs frontières et leurs eaux territoriales à chaque fois. En gros, révisent, donc elles ne le font pas. Bon, oui, après, c'est dans l'intérêt de ceux qui perdent, hein, qui se font piller des ressources, voilà. ouais, Mais ceux qui gagnent, en fait, ça change pas en fait les limites maritimes. ok, Mais les conflits, par contre, ils sont en se disant non, ce récif qui émerge qu'à marée basse avec des gros coefficients, c'est à moi et ok, pas à toi. Donc d'accord, ça, c'est dans tout le voisinage, dans toute la mer de Chine méridionale, tu as des revendications taïwanaises et chinoises qui sont à peu près les mêmes. ok, Ça, ils sont d'accord au moins là-dessus. Mais après, tu as Vietnam, tous les pays de l'entourage, en gros, hein, qui se manifestent. Tu as l'Indonésie, etc., la Malaisie, qui revendiquent certaines îles. Alors, quand tu superposes les cartes, ça fait des jolies couleurs, en fait, de revendications. Mais en tout cas, tous les acteurs du voisinage de la mer de Chine méridionale, en fait, ont des revendications plus ou moins vastes. C'est la Chine qui a les plus grandes. La Chine et Taïwan qui ont les plus grandes et qui vont les plus loin de leur côte et qui se tâchent de poldériser, ou en tout cas d'anthropiser certains récifs pour en faire ok, des zones habitables, ou en tout cas des zones militaires plutôt que des zones habitables, même s'ils y développent un tourisme pour, oui, bah oui, pour, pour dire regardez, c'est chez nous. Il y a quand même des constructions d'aéroports, de ports en eau profonde, etc., sur des récifs qui étaient tout à fait notables. Ne parlons pas de la biodiversité qui a dû y exister fut un temps, mais c'est plus des revendications comme ça. Je d'accord, répète, hein, le gain territorial sur la mer en fait d'un territoire ne compte pas dans le droit de l'environnement, ça change pas les frontières. C'est vraiment important de l'avoir.
À l'inverse, on devrait réviser le trait de côte quand il y a une île qui disparaît, mais ça serait de- à l'État d'accepter cette révision du trait de côte. Il n'a aucun intérêt à le faire. Donc, il ne le fait pas. Et voilà. Donc, les conflits se passent plus sur la polarisation en fait, de territoires ultramarins pour s'approprier ces territoires et dire ça, c'est à moi. Et donc, on revoit notre zone économique exclusive, on revoit notre trait de côte parce que ça, c'est à nous et ça n'a jamais été pris en compte. Et j'imagine que ça, enfin, le fait de remblayer des îles comme ça pour dire c'est à nous, ça doit peut-être en plus échapper au calcul des 50 milliards de tonnes de sable qui sont utilisées. Peut-être que c'est des choses qu'on voit même pas et qui échappent à ces estimations. Ça, je peux pas te dire du tout, mais après, les 50 milliards, c'est une extrapolation aussi à Ouais, partir du ouais. ciment. Quand tu poldérises une île hein, ou en tout cas un récif, tu construis dessus, tu utilises du ciment, Oui, de dans toute tous les façon. cas, ouais. Donc, tu peux considérer que c'est pris en compte dedans. Voilà. Ouais. Mais bon, c'est qu'une extrapolation avec toutes les inexactitudes. On a un volume colossal, on sait que c'est colossal. Et à partir de là, Oui. on peut imaginer toutes les conséquences Oui, et puis toutes les dérives, sociales. et puis c'est peut-être encore plus énorme que ce qu'on Mm. dit, parce qu'il y a peut-être des choses qui échappent à notre vision, voilà, et à ce qu'on sait. Depuis tout à l'heure, on parle des écosystèmes, on parle de la façon d'aller chercher du sable. Donc, tu as dit qu'en France, on prenait plus dans le lit des rivières parce que problème pour la biodiversité, etc. Alors maintenant, Concrètement, ah, ah, parce que ça arrive encore, enfin, c'est pas totalement interdit. la plupart du temps, si, mais Ok. Il après, peut y avoir, comme partout, des coquins qui s'en foutent. comme il y a de plus en plus de pillage de bois en France. Voilà, Ouais, les ressources, il y a des tensions sur les ressources, quoi. ouais. Et le bois, c'est important parce que ça peut être un substitut au sable, mais on y reviendra peut-être après. Ok, ouais, d'accord, avec plaisir. Et du coup, concrètement, le sable, sa surexploitation, qu'est-ce que ça crée au niveau mondial? Où sont les lieux où on a vu le plus d'impact négatif de cette surexploitation? Est-ce que tu peux nous citer des exemples et puis nous expliquer en fait qu'est-ce que ça cause en fait comme problème globalement pour la biodiversité? Bon, en fait, alors déjà, le sable, je le répète, hein, c'est un matériau où il y a plein de trucs dedans. C'est juste une Ouais, forme physique, déjà. hein, de granulat. Donc, des fois, il y a des surprises dedans quand tu extrais du sable. Là où il y a le plus d'impact, vraisemblablement, je dis vraisemblablement, mais encore à vérifier, c'est pas parfait, ça serait dans les océans quand on va Ouais, piocher sur les façades maritimes. Voilà, mais maintenant, quand tu crées une carrière en terre, eh bien, tu vas impacter un sol déjà. ouais, Le sol, tu vas l'altérer, donc tu vas généralement l'artificialiser ou en tout cas l'imperméabiliser, qui peut créer des problématiques d'inondation, de rétention d'eau, ça s'absorbe plus pareil. Tu peux perturber les nappes phréatiques qu'il peut y avoir derrière, etc. etc. Donc il y a toute une problématique, ça génère de la poussière, ça perturbe la vie faune, ça perturbe toute la flore, la faune, oui, il y a des conséquences. Et quand tu creuses, des fois, tu tombes dans des endroits, tu sais pas trop où c'est, hein, mais tu peux avoir des matériaux lourds qui vont contaminer des nappes phréatiques un peu plus bas, en amont, non, pardon, en aval plutôt qu'en amont. Et t'as ces problématiques-là parce que tu sais pas quels sont les matériaux que tu vas retourner en fait dans. Mais il n'y a pas de sondage avant de créer. Attends, parce que tu sais, enfin, c'est très con la comparaison. Enfin, c'est très bête, pardon, la comparaison. Mais par exemple, quand tu fais. Alors, je sais pas si la comparaison va tenir, mais par exemple, quand tu veux faire des travaux publics en France, en général, tu fais des sondages pour voir si t'as pas des ruines archéologiques en dessous. T'appelles l'INRAP, ils regardent nan, 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 pour préserver, etc. Quand tu es au milieu d'une forêt, il n'y a pas un sondage pour voir bah, est-ce que justement bah, il n'y a pas une nappe phréatique en dessous qui va enfin il n'y a pas des recherches qui sont faites pour voir bah, si on fait un truc colossal qu'est-ce qu'il y a en dessous de nos pieds pour être sûr de pas causer plus de problèmes. Si, mais en France, en Europe, c'est oui, réglementé tout ça. Tu es obligé ouais, de ouais, faire des sondages, mais quand tu fais un forage, tu sais pas ouais, comment comment tu vas perturber un écosystème. Tu sais pas ce que tu vas extraire vraiment. Et le fait qu'il pleuve sur un site, ouais. l'eau, elle ruisselle. Donc s'il y a eu des métaux lourds à un moment donné que tu as retourné, même pas forcément en grande quantité, mais un Mm. peu d'arsenic, un peu de plomb, tout ça, des choses qui font du bien. Oui, à la santé. Tu vas les retrouver un peu plus loin, tu vas les retrouver en rivière, tu vas les retrouver dans les nappes phréatiques, donc dans l'eau du robinet, ce qui va avoir
des phénomènes d'impropreté, des pollutions d'hydrocarbures aussi. Tu as ta machine qui creuse, qui tombe en panne, ou il y a un réservoir qui explose, ou tu peux imaginer plein de choses. Alors ça, c'est en carrière, mais tu retrouves exactement la même problématique en rivière. Mais en rivière, là, les débits, l'eau, tu vas perturber encore un peu plus le cycle de l'eau. Quand tu extrais en rivière, la rivière, elle a une certaine puissance, une certaine coulée qui va avoir des incidences en amont comme en aval, pour l'écoulement. Et bien quand tu vas creuser, en fait, tu vas ralentir en fait l'écoulement de l'eau. Parce que tu vas extraire du sable, tu vas avoir des zones plus larges, des lits plus grandes rivières. Le sable, ça sert aussi à la base du plancton et de plein de petites de microphones qui se planquent dedans. C'est valable pour les océans aussi, ça. Quand tu l'extrais, c'est plus là, donc il y a une problématique de reproduction en fait de la faune et de la flore aussi. Et le cours d'eau se ralentit, donc l'eau elle peut stagner un peu plus. Donc s'il y a l'eau stagnante avec des problématiques de changement climatique et de moustiques qui remontent, tu peux avoir des problèmes. Voilà, tu peux imaginer en fait tout ça. Alors chaque pays a son propre contexte Ouais. parce que qui vit en zone équatoriale ou en zone continentale, c'est pas exactement le même, mais la pollution est là. Et en plus, quand tu t'extrais en rivière comme dans les mers, tu vas remuer de la poussière, tu vas remuer de la boue. Et en fait, toi, quand tu jettes de la poussière dans l'air, elle finit par retomber. Et on va dire, si t'en fais beaucoup, beaucoup, ça va Oui. retomber dans l'heure, quoi. Oui. C'est pas le cas du tout, en fait, en milieu marin. Ça peut rester des semaines en suspension, ça augmente la turbidité de l'eau. Plus opaque, et donc les rayons du soleil traversent moins l'eau, donc fertilisent les planctons Ouais. qui ont besoin, en fait, de soleil pour pouvoir se reproduire, pour pouvoir faire leur photosynthèse, etc., ça marche plus comme ça. Et donc, il y a moins de nutriments pour la faune, etc., etc. Donc, tu vas avoir un enchaînement, en fait, un effet de cascade sur tout l'environnement. Et là où il y aurait le plus d'incidence, c'est sur le milieu marin. Je dis bien il y aurait. Pourquoi? Parce que, alors déjà, on a assez peu exploité le milieu marin en France, par exemple. Ok. Mais il y a des conflits, il y a d'ailleurs des conflits assez forts, en Belle d'Agnon, autour, sur la côte nord de la Bretagne. Tu as aussi eu des enjeux sur la façade atlantique, plus au sud, plus autour d'Arcachon, en fait, où tu avais des sociétés qui veulent extraire du sable. Alors, des fois, c'est de l'usage, un usage qu'on n'a pas évoqué. La baie de l'Agnon, c'est des sables coquillés, c'est-à-dire des résidus de coquilles qui sont, comme je t'ai dit, il faut des matériaux assez solides Ouais. pour pouvoir faire des choses. Les sables coquillés, ils ont une propriété en termes de pH, Ok. pH base, qui permet de désacidifier les sols. Et donc, ils voulaient extraire des sables coquillés pour le répandre sur des cultures. Et parce que, pourquoi les sols sont acides? Parce qu'on a mis trop d'engrais. Et généralement, trop d'engrais de synthèse. Des engrais, des dits minéraux pour la terminologie correcte. Ça a un lien avec les algues vertes, ça pourrait contrebalancer ou non, pas du tout. Ouais, est-ce que ça contrebalancerait les algues vertes? Peut-être en réduisant le pH. Mais les algues vertes, c'est essentiellement dû au lisier de Ouais, porc. de porc, ouais. Ok, ouais. Et c'est pas exactement les mêmes incidences. Ça, c'est vraiment plus pour faire de la culture. Alors, la Ok. culture qui peut servir à des alimentations animales derrière, parce Ouais. qu'on fait un élevage intensif. Ouais. Mais là, c'est plus pour la culture. Les sables coquillers, c'est pour fertiliser un sol, Ok. pour corriger un déséquilibre d'un sol. Sur la façade atlantique autour d'Arcachon, c'est plus d'extraction pour du sable de construction. Ok. Voilà. Alors pourquoi ça a des incidences différentes? Je ne l'ai pas encore expliqué. En fait, faut savoir que le sable, en fait, dans les océans, ça couvre pas tout le fond des océans. Ok. Ça va jusqu'à une certaine distance qui est variable, très variable en fonction de là où on se trouve de par le monde. Et le sable qu'il y a sous l'eau, sur la plage et la dune, c'est tout un espace à prendre en compte ensemble. C'est un espace sédimentaire, hein. Et donc, l'extraction de sable sur plage, c'est interdit en France. Ok. Donc, tu n'as pas le droit d'une place, c'est interdit. Par contre, tu as le droit d'extraire à la rigueur au large, avec des Oui, dérogations montrant qu'il c'est ce que n'y a j'allais pas te trop de demander. dérangement de turbidité Où de est-ce l'eau, qu'on que va? Ouais. ça va pas changer les courants marins, ça change, Ouais. hein, évidemment, que ça c'est corrigé assez vite par la nature. Ouais. Euh, voilà. Et donc, quand tu extrais sous les océans, donc c'est caché, il n'y a pas soi-disant pas de problème, en fait, c'est la physique, ce qu'ils appellent du sac de billes. C'est-à-dire que la nature horreur du vide, tu puises, tu vas créer un trou, une Ouais. Et après. excavation, et le sable, avec les mouvements de l'eau au-dessus, vont
venir combler progressivement ce Ouais. trou que tu as fait. Progressivement, ça dépend encore une fois des courants. Il y a tout un tas de paramètres qui font que ça se comble plus ou moins vite ou pas. Mais le sable, en tout cas, le sable qui était plus haut va venir combler ce qui est plus bas. Ouais. Où c'est plus haut? C'est sur la plage. Si la plage Ok. se vide un peu pour aller combler ce qu'il y a en dessous de l'eau, c'est la dune Ouais. qui va Qui va venir. se Or, s'affaler, ouais. l'espace sédimentaire par rapport aux intempéries, il est hyper important. Il va se modifier en fonction des saisons. Il va s'aplanir en hiver, quand il y a plus de tempêtes et quand ça fracasse plus la plage, ce qui va protéger en fait ben, la vie humaine derrière. Il y a 50% de la population mondiale qui vit en espace côtier, hein, 60 même. Hein. Donc Ouais. c'est colossal, hein, et 50% des zones sensibles ou 40. Plus les termes, mais en tout cas c'est des proportions phénoménales de population qui est vulnérable. Et donc si cette barrière de sable n'est plus là pour protéger, tu as de l'eau salée qui remonte, qui va remonter soit par submersion, soit par infiltration en fait des nappes phréatiques. Mm. Et l'eau de mer, elle est problématique dans un sens parce qu'elle est salée. Et d'ailleurs, le sable, quand tu l'extrais des milieux marins, tu dois le dessaler. Ok, Donc c'est un le coût sable énergétique aussi, en d'accord. plus. Ouais. Ok, le sable aussi, d'accord. Ouais. Sinon, ça fragilise. En fait, un phénomène de corrosion assez fort et qui Oui. détruit ta maison. Avec un développant un champignon qui s'appelle l'astringite. Tu as des beaux exemples en fait au Maroc Ok. où on a construit à gogo des belles villas pour attirer les touristes à partir de sable de plage qui a été mal lavé, sauf que ces belles villas où il y a eu toute une communication étatique pour vanter les mérites de ces belles villas pour attirer les touristes, parce que c'est la manne financière qui viennent en avion généralement, Mhm. ces belles villas, au bout de 5 ans, elles sont déjà en train de tomber à cause de Ouais. champignons parce que le sable a été mal lavé. Voilà. Et les plages ont disparu en même temps parce qu'on a piqué Oui, le voilà, sable. bien sûr. Voilà. Donc ça attire tous Super. les touristes doublement. Ouais, voilà, tout qui sert à rien en fait. Voilà. Exactement, donc phénomène de turbidité de l'eau qui sont encore plus importants en milieu marin, infiltration. Tu rajoutes ça au changement climatique avec des événements climatiques plus violents, une montée du niveau de la mer, etc. Tu peux te dire qu'en espace côtier, c'est extrêmement risqué d'avoir des conséquences très néfastes en termes de qualité de l'eau parce que tu viens juste piller du sable et tu rajoutes une couche supplémentaire aux problématiques environnementales de ce bas monde. Ouais, et il y a déjà des endroits sur Terre où voilà, on sait que la surexploitation, l'exploitation en fait du sable, etc., a eu un impact et où le milieu est déjà clairement en train de se dégrader. Je crois que dans ton livre, tu parles du delta du Mékong et du lac Poyang. Je ne connaissais pas ce lac Poyang. Moi non plus, avant de m'y pencher. Alors, en fait, il y a plein d'endroits dans le monde. Là, Oui. j'ai pris des exemples chinois, mais il y a des exemples en Birmanie, il y a Oui. des exemples aux États-Unis. Si je prends le cas de la Floride, on a artificialisé des tonnes de plages. En gros, il y a des beaux immeubles ou des belles maisons privatives sur des belles plages. Et en fait, il y a un abonnement permanent de plage avec du sable qui est puisé au large, qu'on ramène sur la plage, mais qui repart en dessous, etc. Ah oui, C'est donc un en fait, peu. il faut. Oui, c'est le truc qui s'arrête jamais, quoi, en fait, pour. Exactement, Juste pour exact. éviter qu'on ne sombre pas sous l'eau, il faut tout le temps, en fait, c'est. Oui, c'est Oui, vicieux, quoi. et ce qui est cocasse aussi, c'est que généralement, si on manque un peu de sable, on va utiliser du verre, on va recycler du verre. Sauf que le verre, c'est fabriqué à partir de sable. Au lieu de réutiliser des bouteilles, on va les broyer pour les rendre rondes, pour pas se couper, parce que c'est un touriste qui se Oui, blesse, il va pas être bien sûr, content, oui. il va Ah porter ouais. plainte, etc. Surtout aux Surtout aux États-Unis. États-Unis, il peut se faire un petit billet. Euh, Exactement. Donc, tu as plein d'incohérences qui conduisent à ce qu'on appelle de la maladaptation en Floride. Au niveau du lac Poyang, c'est une des plus grandes réserves d'oiseaux migrateurs, de biodiversité de Chine. C'est Ouais. aussi la plus grosse mine de sable au monde. On extrait à gogo dedans. Il est en amont il est sur le Mekong. Et il est en amont du Mekong. Et le Mekong, en fait, il alimente en eau Ouais, tout, une grosse ouais. partie de la Chine Oui, jusqu'à c'est ça. Shanghai. C'est ça. Et polluer l'eau en amont a des Oui. incidences en fait sur tout ce qui est aval, et notamment les Ouais. populations aussi qui sont derrière, modifier l'écoulement, modifier la qualité de l'eau de ce lac-là, etc., etc. Ouais. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres.
Ouais, c'est pour ça que tu parles en fait, tu montres en fait dans ton livre comment l'extraction du sable aggrave aussi donc non seulement l'état de la planète, voilà, on l'a bien dit, mais aussi les inégalités sociales des populations qui vivent à proximité de ces zones-là. Exactement. Ça, c'est une autre problématique. Voilà. De toute façon, dès lors que tu t'intéresses aux enjeux environnementaux, tu ne peux que parler social. Quand tu parles de transition écologique, tu dois parler de transition socio-écologique, car Ouais. la problématique des inégalités, elle est fondamentale derrière. Euh, Quand ça affecte les populations, on parlait de tout à l'heure des îles en Indonésie qui ont disparu. Bah, c'est des populations généralement pauvres qui ont Oui. extrait elles-mêmes leur sable, généralement en apnée, donc avec des risques de noyade, où tu remontes du sable en apnée sur des barges. Ça se fait En beaucoup. apnée T'as sur des des... barges. Ouais, ça se fait. Alors ça, c'est les milieux non industriels. Après, tu as des gros milieux industriels. Oui. Mais donc, comme tu le vois souvent, en fait, quand tu parles d'inégalité environnementale, les plus pauvres vont avoir tendance à piocher dans leur environnement proche et détruire davantage leur environnement proche pour essayer d'assurer leur propre survie. Tandis que les populations plus aisées, notamment occidentales, vont aller externaliser, le mettre ailleurs, les problématiques environnementales. Oui, 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 oui. Voilà, et ça, en fait, tu le retrouves partout. Comment des paysans indiens abandonnent leurs terres pour aller extraire du sable de la rivière qui sert à arroser leur champ d'habitude, mais sauf que là, tu runs sur les berges, et les berges runnent sur les champs, et donc remettent en cause aussi leur propre alimentation. Mais comme le sable, c'est un peu mieux payé, ben, on va adhérer à des mafias, on va s'organiser plus ou moins de manière légale, illicite, etc. On y reviendra après, je sais. Ouais, Mais tu l'as ouais. un peu partout. Au Cap-Vert, c'est surtout des femmes, des plongeuses qui sont généralement des femmes seules qui vont extraire du sable en fait au Cap-Vert et donc de la surface côtière. Et elles savent pas nager. Et comme le sable, il y en a de moins en moins, elles vont de plus en plus loin. Et donc une grosse vague les emporte et elles se noient. Tu as tous des phénomènes en fait sociaux qui est dû à la misère humaine et dû à une extraction de sable parce qu'il y a des besoins colossaux un peu partout. Voilà, des besoins en infrastructure et en bâtiment. Toujours la même chose. D'accord. Et donc tu parlais de ces fameuses mafias du sable. Mm. Comment ça se passe? C'est lié donc à la vente et à la mise sur le marché du sable, mais comment ça, enfin c'est qui ces gens? Comment ça s'organise? Comment Alors, on les a repérés du coup ces réseaux? je vais essayer de rien oublier, il y a plein de choses à dire là-dessus. Déjà, les mafias du sable, il y en a, c'est protéiforme. Il y en a, Ok, il y ouais, a de l'illégal à l'illicite. Voilà. Donc, je d'accord. veux dire, c'est pas tout à fait légal. Genre, un exploitant qui a des autorisations qui va finalement en prendre Aller un un peu peu plus plus. loin. Ouais, c'est ça, voilà. J'habite à côté d'une rivière, bah, je vais taper un peu dedans, histoire Mm. de faire 2-3 bâtiments dans le village. Pas tout à fait légal, mais les impacts sont. Pour lui, là, pour le dernier, c'est un impact un peu moindre, même Ouais. si c'est un impact encore une fois, c'est plus son Oui, environnement immédiat que bien sûr, l'environnement ouais. un peu plus éloigné. Mm. Donc, vraiment, il faut savoir que c'est protéiforme. Quand tu regardes une map monde, ben, tu as une constellation de mafias, tu en as partout dans le monde. Ok. Ça s'organise et ça se développe de plus en plus. Pourquoi? Parce que le sable devient rare par rapport aux besoins. On est capable d'en extraire de plus en plus, on est capable d'en broyer, mais si on broie de la roche, bah, c'est plus coûteux parce qu'il y a de l'énergie, un peu plus d'énergie qui rentre en compte. Euh, Là où c'était le plus accessible, bah, on l'a déjà piqué, donc il faut aller un peu plus loin, ou il faut le dessaler, parce qu'on le pique en mer, et ça a un coût supplémentaire. En fait, c'est Donc, comme le pétrole et les sables bitumineux. Tu sais, on te dit qu'un jour, il y aura plus de pétrole. En fait, c'est pas qu'il y aura plus de pétrole, c'est que c'est plus compliqué d'aller le chercher exactement. là où il est. Donc, c'est pour ça qu'il y a la fameuse question des sables bitumineux qui sont facilement accessibles, mais le traitement est dégueu en termes de pollution d'eau, en termes de coûts, en termes d'infrastructure. En fait, c'est un peu la. Est-ce qu'on peut comparer pétrole et sable ou... Toute la problématique, en fait, des matières premières, elle se rejoint, hein. Le sable Ok, est emblématique de ça, parce il y en a à la fois partout et de moins en moins, et il faut de plus en plus d'énergie pour l'exploiter, pour le développer. ok, ouais. D'accord. L'exemple que j'ai, en fait, là, tu donnes l'exemple des sables bitumineux, mais c'est valable même pour le sable en Arabie, pas le sable, pardon, le pétrole en Arabie Saoudite. Dans les années 1930, il fallait à peu près 3 volumes énergétiques, donc 3 barils de pétrole, si tu préfères, pour en produire 100. C'est un ordre de Hmm, grandeur, hein. ouais. Aujourd'hui, il en faut à peu près 30. Ah oui. Ah ouais. Pourquoi? Parce que, alors, malgré l'amélioration technique, hein, mais l'amélioration technique nous a permis d'aller en chercher plus loin, plus bas. Hmm, Mais il faut plus d'énergie pour faire fonctionner cette technique qui nous permet d'aller en exploiter davantage. mhm.
Voilà. Donc cette rareté en fait des matières conduit à une surconsommation énergétique. Ouais. Et ça, c'est valable pour les matières solides comme les matières fossiles Mm. ou pour la biomasse. Et le sable, c'est pareil. Ben, il faut aller le chercher de plus en plus loin, de plus en plus profond, ou avoir des techniques de nettoyage, ou inventer des process pour un peu utiliser du sable des déserts, etc., etc. C'est pas évident. Donc il faut Ok. dépenser de plus en plus d'énergie, et cette énergie, elle est coûteuse, d'une manière Mm. ou d'une autre, pour aller extraire davantage de ressources. Et Ok. ici, on parle du sable, quoi. Ok. Mais ton exemple sur les sables bitumineux est tout à fait valable. J'ai rajouté un autre exemple. Hein, mais pour les sables bitumineux, il faut d'ailleurs, en termes de volume énergétique, il faut entre ceux qui sont au nord du Canada, il faut Ouais. entre 80 et 110 volumes énergétiques pour en produire 100. Ça, Donc, c'est une aberration économique qui est rarement ouais, prise en tu te compte dis, par les mais les économistes. gars, quel est l'intérêt alors si vous mettez plus Alors, d'énergie pour. je fais une digression. Vas-y, je t'en prie. C'est un peu une digression énergétique qui m'a intéressé par le passé. Euh, Pourquoi on est capable de gâcher de l'énergie pour produire de l'énergie et comment on fait que ça soit rentable. Ça, c'est dû à deux choses. Le marché du pétrole est à peu près international, où le pétrole, ça se transporte assez facilement. Alors, il y a différents marchés de cotation, WTI aux États-Unis, en gros en Amérique du Nord, tu as le Brent en Europe, tu as des marchés asiatiques, tu as des marchés moyen-orientaux, etc., avec chacun leurs indices, mais c'est à peu près uniforme. Les indices se tiennent à peu près. Le gaz, c'est pas la même chose. Le gaz, c'est plus difficile à transporter. Mm. Alors même si on développe de plus en plus les transports par méthanier, c'est pas encore parfait parce qu'on crame beaucoup de gaz, on est obligé de torcher, sinon les bateaux risquent d'exploser. C'est dur de compresser, c'est coûteux énergétiquement de décompresser et c'est coûteux énergétiquement de décompresser. Il faut les infrastructures nécessaires. Le pétrole, c'est liquide, c'est Mm. parfait. Même s'il y a différentes qualités de pétrole, voilà. Ouais. Donc en gros, le gaz, en fait, ça a été toujours organisé en sous-marchés locaux. Et généralement, en plus, il faut les tuyaux, c'est le plus simple pour les gazoducs. Hein, grosso modo, c'est le Oui. plus simple pour transporter le gaz. Ce qui fait maintenant, et donc, pardon, tu vas avoir des sous-marchés et donc des prix différents. Ouais. Et ça, des prix d'autant plus différents depuis l'avènement des gaz et des pétroles de schiste, où le pétrole a été réutilisé aux États-Unis directement, il n'y a pas de problème parce qu'ils ont une forte demande. Avant, ils importaient, en gros, pendant les années 80, 90, 2000, ils ont importé beaucoup. À partir du pétrole de schiste, ils ont pu substituer les importations par leur propre consommation. Par contre, en gaz, ils se sont retrouvés avec trop de gaz. Mm. Qu'est-ce qu'ils font avec ce gaz? Le prix s'effondre. Ils l'exportent. Alors, il y a des accords Trump-Juncker en 2016. Il y a l'accord, le deal là, qui a été passé de 700 milliards à acheter d'énergie. Un truc impensable. Bon, ça c'est encore une autre digression, donc on va pas aller là-dessus, mais ça serait une bonne critique à faire. Donc le gaz aux États-Unis est utilisé pour quoi? Ben, le gaz, quand tu le crames, ça chauffe. Le Ouais. sable bitumineux, c'est quoi? Ben, tu prends des grains de sable qui ont des petits creux, il y a des petites gouttelettes de pétrole dedans. Ouais. Pour l'extraire, tu fais quoi? Tu fais chauffer le sable pour extraire les petites gouttelettes de pétrole. Le gaz ne valant rien aux États-Unis parce qu'il y en a trop. Ouais. Par contre, le pétrole, il est consommé à des prix toujours aussi intéressants. Eh ben, c'est pas grave de cramer plein de gaz, quitte à ce que le volume énergétique dépensé pour extraire du Soit plus. pétrole Ouais. soit plus important. Et tu te retrouves avec une aberration environnementale, Oui. géologique, mais c'est tout à fait valable pour le côté économique. Donc la logique de marché, des fois même très souvent, elle est très problématique. Dès Ouais. lors qu'on s'intéresse aux enjeux sociaux ou environnementaux, le marché n'est pas la bonne solution. Ouais. Voilà. Et Ouais. ça, j'anticipe un peu la suite et la dernière partie du bouquin, mais c'était important en fait de l'avoir. Cette logique, en fait, il y a le côté marchand et de prix, mais il y a aussi le côté la dépense énergétique pour extraire de la matière. Et ça va pas forcément bien ensemble. Pas la plupart du temps, oui, mais il y a des fois des sens opposés qu'il faut avoir en tête parce que pour le sable, en fait, c'est une problématique qui amène à la rareté. Et je vais revenir, je vais réussir à rebondir sur la mafia. Et voilà, j'allais. C'est trop Et bien, j'ai rien à faire. ouais. qui conduit à une augmentation des prix parce que le sable plus disponible ne l'est plus. Donc il faut de plus en plus d'énergie pour produire du sable, pour extraire le sable. En tout cas, voilà, il y a plus de dépenses énergétiques derrière, sous quelque forme que ce soit. On raffine le sable pour enlever l'eau, ou trop de terre, ou il faut le chercher plus profond, ou il faut s'acheter des moyens industriels ou des barges extrêmement puissantes pour excaver ce sable des océans ou de certaines rivières là où c'est permis.
etc., etc., il faut plus en plus d'énergie. Et donc, c'est plus coûteux. Donc, si le prix augmente, le prix des logements et de la voirie du BTP augmente derrière. Les mafias étaient, pour blanchir de l'argent, étaient toujours présentes dans le BTP. Ouais. C'est toujours été le cas. Bah, maintenant, c'est bien de contrôler la filière amont parce que tu te garantis des approvisionnements et des ressources Ok, sur le mais stock. quand tu parles de mafia, alors pour que je comprenne bien, c'est des mafias au sens, c'est des entreprises qui sont devenues, qui se sont mis dans l'illégalité, ou c'est vraiment du crime organisé, mafia, qui ont des liens dans le secteur économique, comme on voit, enfin voilà, qui ont des liens dans plein de secteurs économiques et qui, en accord avec des sociétés, se comportent mal vis-à-vis de l'extraction du sable, ou alors ce sont des populations locales qui s'organisent de façon cachée et on les appelle mafia parce que c'est un comportement criminel. T'as dit que c'était protéiforme, donc est-ce que c'est Ouais. tout ça en même temps? Ça peut être tout ça en même temps? Exactement, c'est tout ça en D'accord. même temps. Après, une mafia, quand c'est un village qui s'organise un peu Oui. pour l'extraire du sable, donc c'est plus du conflit de voisinage, ça a moins d'incidence parce que les quantités extraites le sont moindres. Maintenant, sur les mafias criminelles, type les mafias siciliennes, etc., que tu entends parler, bah oui, ça existe aussi. Et en fait, Ok. le cas le plus emblématique, c'est l'Inde. Tu as toutes ces formes de mafia en Inde. Ok. Et en fonction des États, c'est un État fédéral en Inde, en fonction des États, le degré de corruption, le degré de violence aussi est complètement différent. Des fois, tu as des menaces de journalistes, d'autres, on ne se pose pas la question, on assassine dès lors qu'il y a un problème. Donc, c'est. Ouais, la mafia, elle est encore une fois protéiforme. Tu as toutes les formes de mafia qui s'organisent derrière. Toutes. Ok. Voilà. Est-ce que ces tensions, ça a amené à des interdictions d'exportation? Est-ce qu'il y a des gouvernements qui prennent le problème par le corps et se disent, ouh là là, faut arrêter un peu les conneries, et qui prennent des décisions, comme je crois que tu cites dans l'Asie du Sud-Est, où il y a eu des interdictions d'exportation? Qu'est-ce que ça crée au niveau régional, et est-ce que ça a un impact positif, si on peut dire, sur la situation, ou pas du tout? Alors, ouais, tout à fait. Puis il y a un lien avec les mafias aussi, hein, dans ce que tu évoques. Il y a un truc que j'ai peu dit. Le sable, comme il est un peu présent partout, Hmm. même s'il faut de plus en plus d'énergie, il y a très peu de commerce international de sable. Ok, On a parlé très vite de Singapour, en fait, et là on se dit que le sable, c'est véhiculé à travers le monde sans problème. Il n'y a que le sable industriel qu'on exporte parce que c'est des propriétés très particulières. Mais le sable industriel, ça se compte en centaines de milliers de tonnes. C'est pas en milliards, en dizaines de d'accord. milliards de tonnes, hein. Donc c'est vraiment pas de, ça a vraiment pas de proportion. Seuls Attends, des, et peut-être qu'on l'a pas dit, les producteurs de sable industriel, est-ce qu'on peut citer des grands noms qui fabriquent le sable industriel? Il y a des grandes entreprises qui font j'ai pas de ça nom ou... d'entreprise derrière, mais aux États-Unis en fait, il faut regarder les D'accord, bases de données de ok, l'USGS, donc ok, c'est United States Geological Survey, qui d'accord, permet en fait d'avoir des données là-dessus. Mais d'accord, généralement, les États-Unis sont un gros producteur. Je crois que tu as les d'accord, Pays-Bas aussi qui produisent pas ok. mal de sable Voilà. industriel, mais Donc c'est du sable très spécifique, quoi. Voilà. ouais, Et qui là exactement. est exporté et pour vraiment une application très spécifique, etc. Ça, Exactement. on a un œil dessus, c'est tracé entre guillemets, on va dire. Oui, parce que c'est des sables qui sont transformés de qualité très supérieure, voilà. D'accord. Et très spécifique. Pour le reste du sable, en fait, le commerce international est quasiment au point mort, sauf les exemples qu'on a pris tout à l'heure. On a pris les exemples de Singapour, Mhm. qui allait chercher du sable ailleurs parce qu'ils en ont plus, pas le choix, et les Émirats Arabes Unis aussi, qui ont importé énormément de sable d'Australie. Australie, D'Australie, d'accord. pays développé qui s'est transformé maintenant en pays minier et qui exploite à fond ses ressources quand même à plein et qui détruit son environnement à gogo malgré des étés où il y a tout qui crame. Et voilà. Donc le sable en fait est très peu exporté sur les longues distances. Généralement c'est de l'exploitation territoriale dans ses eaux territoriales ou sur son territoire parce que c'est trop cher. Comme je t'ai dit, plus le transport est Oui. grand et c'est le transport qui fait le prix du sable. Voilà. Donc, il faut pas, on va pas le chercher loin généralement de ça, généralement, sauf ces deux cas qui sont emblématiques. Par rapport aux interdictions, du coup, c'est rare les interdictions d'exportation de sable. C'est rare. Je viens de repenser à quelque chose d'autre en même temps sur le commerce international. On est en train de voir se développer au niveau Europe et bassin méditerranéen, comme on en a moins et que le prix du sable est en train d'augmenter petit à petit,
qu'on est en train d'aller chercher du sable dans les pays du Maghreb. De plus en plus. Ok, Ça reste faible, ok. mais de plus en plus, en tout cas. Donc je reviens Sur leur à... côte, tu veux dire, ou parce que dans le désert, on a toujours dit que c'était pas le désert. Donc c'est ouais, on peut où pas utiliser ça peut être dans dans la les Méditerranée? rivières, ça peut être dans Ouais, des ah ouais. carrières, ça peut... Voilà, on sait pas. Voilà, ça, j'ai pas tracé, je peux pas te dire. D'accord. Mais on peut se poser Surprise. des questions. Ok, Voilà, on peut se ok. poser des questions. Ok. Et pour en revenir en fait sur les pays qui interdisent, donc il y a eu l'Indonésie qui a interdit assez rapidement en fait ses exportations de sable, notamment direction Singapour. Parce que en plus, quand tu regardais les stats d'exportation et d'importation des deux pays, il n'y a rien à voir, il n'y a rien qui était cohérent. Tu voyais bien que tout passait sous le menton, que c'était complètement opaque le commerce du sable qu'il y avait là-dedans. Et donc l'Indonésie, ils ont interdit leurs exportations de sable et ils sont revenus dessus en 2023. Ok. Pourquoi? Parce que tu as des effets indirects, évidemment. Tu interdis les exportations de sable, tu as un pays qui en a besoin pour continuer à faire son développement. Alors je mets des guillemets à développement parce que c'est critiquable comme vision de développement. Donc là, le Singapour, ils sont toujours prêts à acheter du sable. Hein. Mais s'il y a une interdiction des exportations, le prix du sable il devient plus cher. Oui, bah oui. Donc ça devient plus rentable d'extraire du sable parce que c'est interdit. Mm. Donc, ça attise des convoitises. Donc, il y a des filières illicites, illégales ou illégales qui se mettent en place. Donc, en fait, l'Indonésie a continué ses exportations de sable malgré l'interdiction. Et donc, en 2023, ils sont revenus dessus parce que ça ne portait pas ses fruits. Ça a pu porter ses fruits au début, mais pas après, où ça a été contourné, en fait, où les activités illicites, illégales, savent très vite contourner en fait des législations comme ça. Dès lors que tu es un pays qui n'a pas suffisamment de moyens de contrôle. Ok. Après, les moyens de contrôle, c'est comme tout, il faut pouvoir les mettre en place. Ouais, Voilà. ouais. Je pense à la France où on supprime les moyens de contrôle depuis pas mal d'années parce que ce qui est une aberration dans tous les domaines. Hein. Mais bon. Ouais, tu parlais du marché tout à l'heure, et comme il y a un marché pour le pétrole, un marché pour l'or, un marché pour voilà, tout un tas de matières premières. Donc du coup, si je te comprends bien, et ça a une double question parce qu'on a dit que normalement le sable ne vient pas de très très loin. On peut en tant que pays aller se fournir, acheter du sable en grande quantité sur une place de marché, ou pas du tout, ça n'existe pas. Sur une place de marché en tant que tel, non. Tu vas prendre des accords. Voilà, tu vas aller gérer. Ouais. Un pays en tant que tel, je pense aux Émirats Arabes Unis, oui, qui sont capables, ou Oui, Singapour, qui oui, sont avec des l'Australie, États machin. assez centralisés et qui répondent à des besoins en fait planifiés, Mm, oui. qui sont plus ou moins cohérents, ou intelligents, mais Des qui sont des besoins. besoins Ah qui Des répondent à leurs besoins. propres besoins, et, voilà, leur politique en tout cas. Ouais, voilà. Mais sinon, non, en fait, voilà, toi, le sable que tu vas acheter, je sais pas, pour construire une maison, voilà, il faut plus construire, il faut rénover. Bon, en tout cas, pour rénover la maison, tu sais pas trop d'où il vient, en fait. Normalement, il vient d'à côté. Maintenant, voilà, en Ouais. fonction de là où tu es, en France, hein, en France métropolitaine, t'es pas sûr que ça soit, comme je t'ai dit, le commerce international se développe un peu. Tu connais généralement pas trop l'origine. Il y a de Ouais. fortes chances qu'ils viennent à proximité à moins de 50 km. Hein. Ok, Mais on sait d'accord. jamais. Ok. Et il y a alors c'est bête comme question, mais il y a comme pour l'aliment, il y a quelque chose de traçabilité, ou Non, non, ça n'existe pas ça. ça n'existe pas, la traçabilité du sable? Non. Savoir s'il y a des champignons comme au Maroc. Tu sais qui t'a mal lavé ton sable? Faut le goûter, tu verras Voilà, si c'est c'est ça. Ah, salé. c'est bon. C'est bon, il est nickel. Et du coup, c'est quoi la solution? Alors là, c'est la question tarte à la crème. Du coup, qu'est-ce que c'est la solution pour réduire en fait notre... Comment on fait? Tu parlais tout à l'heure, il faut rénover la maison et pas construire des nouvelles maisons, mais pour limiter l'impact écologique, l'impact social de cette extraction et de l'utilisation du sable, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Quelles seraient les pistes de solutions pour... Il y en je sais a, pas. en fait, non, mais elles sont de plusieurs ordres, en fait, les solutions. Pour un bâtiment en tant que tel, pour se loger, tu as l'aspect substitution. Ouais. Alors, tu as la substitution dans la construction,
ou dans la rénovation, c'est un peu plus... Si je vais dans le neuf, en fait, il faut construire en bois, par exemple. Mais il y a d'autres problématiques. Ah bah... Aujourd'hui, les forêts françaises, en tout cas celles du Grand Est et celles du quart sud-ouest, elles sont toutes en train de crever à cause du changement climatique, à cause de la prolifération d'insectes qui sont tout à fait naturels, mais comme avec le changement climatique, ils se sentent un peu très bien, les scolites en tant que tels, et ben ça crée d'autres problématiques. C'est que le bois aujourd'hui, qui est un matériau de substitution parfait pour le bâti, tu peux construire une ossature bois et mettre de la paille dedans, tu auras une super baraque. Top en termes thermiques, elle sera durable en plus, etc. Le mais, c'est que la construction, ça artificialise les sols. Et ça, c'est le pire truc qui arrive pour endommager les limites planétaires. L'artificialisation des sols, ça flingue la biodiversité, ça fait du changement climatique, ça empêche l'écoulement de l'eau, en tout cas le cycle de l'eau, ça empêche la capture du carbone et des cycles géobiochimiques que sont celui d'azote, du potassium, etc. C'est une horreur, l'artificialisation des sols. Ça émet plein d'autres polluants en plus, des particules fines, etc. Ouais. Donc, je reviens à ma construction neuve, pardon pour cette digression. Si tu utilises du bois, le bois c'est bien. Ouais. Sauf que le bois, en fait, on a besoin pour produire de l'énergie, de plus en plus, parce que le bois, c'est une ressource à peu près renouvelable sur le temps humain, ce qui n'est pas le cas des énergies fossiles, ce qui n'est pas le cas des métaux qui vont servir à produire des éoliennes et des panneaux solaires, même si c'est ça qu'il faut faire, il ne faut plus faire de fossiles, on est d'accord, hein, mais il faut faire de l'ENR, ça à fond, mais ça a des autres incidences aussi. Le bois, c'est pareil. Le bois, tu en as besoin pour le bâti, tu en as besoin pour les meubles, l'ameublement, tu en as besoin pour des besoins thermiques, et tu en as besoin pour la biodiversité et le cycle de l'eau. Si tu n'as plus de forêt, tu n'as plus d'eau. C'est la base du cycle de l'eau. Donc il y a plein d'injonctions contradictoires au niveau de la forêt. Comment tu optes pour avoir une vision cohérente de la forêt, sachant qu'elles sont très endommagées, nos forêts. Et de pire en pire. En Europe, c'est le cas. Et je pense que tu as plein d'exemples à travers le monde, en fait, où les forêts, en fait, faut nettement les préserver. Donc ça, c'est une piste de substitution. Mais il y a d'autres problématiques derrière. Ouais. Tu parlais des plages là aux États-Unis là où on concassait le verre. Est-ce que ça c'est du recyclage? Ça c'est de la maladaptation. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas du tout un bon. Ah non, en fait c'est pas du tout une bonne solution. Non, la maladaptation, je l'ai pas trop définie, mais c'est quand tu penses qu'il y a une solution qui est à peu près qui va te permettre de t'adapter à une évolution environnementale, tu vas créer encore plus de nuisances. Les méga-bassines, c'est l'exemple parfait de maladaptation. On en construit encore, il y a la loi du plomb derrière, c'est quand même autorisé malgré la censure partielle du Conseil constitue. Ouais. En tout cas, les méga-bassines, c'est encore autorisé avec facilitation. Mais c'est pire que tout. On a l'exemple en Espagne. Ils ont fait des méga-bassines il y a 10-20 ans et ça a aggravé le cycle de sécheresse. Ça a augmenté et accéléré le rythme de sécheresse. Voilà. Nous, on est contents, on ne sait pas tenir des conséquences. On ne sait pas regarder chez nos voisins. Des mauvaises choses qui se passent chez les autres, ouais. Et donc là, je suis parti encore une fois très loin. Je suis souvent comme ça, désolé. Non, mais c'est bien, ça nous donne plein de pistes de réflexion pour la suite. Hein. Donc par la maladaptation, donc c'est les fausses bonnes solutions. Et donc, quand tu concasses du verre pour réamender des plages, tu auras quand même besoin de ça pour faire ton verre. Ton verre, en fait, tu réinstaures juste un truc qui existait depuis la nuit des temps, qui était la consigne. Si tu as la consigne, tu gardes ton verre. Alors ton verre, t'en pètes de temps en temps. Là, tu peux réamender tes plages avec. Mais si tu récoltes du verre pour le concasser, dépenses énergétiques. Pour le polir, dépenses énergétiques pour pas se couper. Et pour réamender tes plages alors que tu continues à extraire du sable. Voilà. En fait, t'aggraves toutes les problématiques environnementales en faisant ça. Je parle même pas des problématiques sociales qui peuvent être derrière aussi. Donc non, en fait, réamender tes plages en fait avec ça, non. Les plages, en fait, faut accepter que la plupart vont disparaître d'ici à 2100. Alors, on ne sait pas. Après, des fois, il y a des mouvements parce que l'infiltration de l'eau, ça fait remonter aussi un peu le sable des fois. Des fois, l'eau, elle va au-dessus, mais des fois, ça fait remonter tes sables, tes plages. Donc, tu sais pas trop ton bassin sédimentaire. Donc, tu sais pas trop comment ça va réagir. Mais globalement, les plages, elles vont la plupart du temps disparaître. Tu vas pas pouvoir corriger ça. Tu peux corriger le changement climatique en atténuant tout de suite, en réduisant de manière drastique en fait, tes émissions de gaz à effet de serre. Tu peux, et donc, préserver tes plages. Et pour ton sable, c'est pareil. Il faut réduire, il faut atténuer notre prédation en termes de sable.
Et pour Ouais. ça, faut arrêter de vouloir faire des buildings à la con ou des îles paradisiaques qui servent à rien. Parce que les palmes, machin, je ne l'ai pas dit, les palmes, ils les ont construites, ils les ont amendées, mais il faut un abonnement continu parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait un courant marin qui passe et qui les érode en permanence. Donc il faut réamender en permanence, sinon ta villa de luxe, elle va finir sous l'eau dans pas longtemps. Parce que Mais comment ils sont pas d'accord, vus en fait? C'est je au sais bout rien, d'un moi moment, je tu te sais. dis les mecs, vous dépensez des milliards. Vous n'êtes pas un peu déjà faire ça, bon, c'est débile, mais en plus vous le faites mal. Mais en fait, je sais pas, il n'y a pas un gars qui était capable de faire des calculs. Je sais pas où de. Peut-être, mais c'est comme tout. C'est comme le GIEC qui avertit depuis des années qu'il y a des grosses problématiques au niveau climatique et on ne parle que du climat et c'est pas la plus grave des limites planétaires dépassées, quoi. Non, la plus grave, c'est une grosse, hein, mais le changement Mm. climatique fait pas tout. L'effondrement de la biodiversité est bien plus en avancé que le changement climatique. Il doit y avoir des gars qui ont dit il va peut-être y avoir un problème. Enfin, c'est pas Peut-être. grave. On va construire des digues, ça va renforcer, le courant il va passer à côté. Bah non. Bah non. Donc voilà. Donc, Donc à la réponse en fait, quelle solution technique y apporter, il n'y en a pas des masses. ça La se solution. recycle le sable? Le Ah, sable déjà utilisé, alors je sais pas sous quelle forme, mais dans un bâtiment ou des trucs comme ça, est-ce qu'on peut recycler ou c'est oui. pas. Ah, Tu peux le réutiliser en fait. Après, tu devras dépenser de l'énergie pour pouvoir quand il est dans du béton, tu dois broyer le béton ouais. pour réutiliser en fait les granulés qu'il y a dedans, quoi. Ça va reconstituer d'autres formes de granulés. Et oui, tu réutilises beaucoup ça, heureusement. Mais tu es toujours dans le cycle de comment dire. Tu changes pas tant que tu changes pas de modèle, en tout cas, tu vas juste retarder en fait Ouais. l'échéance. Ouais. Tu décales dans le temps en fait. Le recyclage c'est très bien, ça fait partie du paquet de solutions, mais ça ne suffit pas en tant qu'unique solution. En gros, si tu fais que du recyclage, je me rappelle d'un article d'un certain monsieur Gross qui montrait clairement que même avec des taux de recyclage extrêmement élevés, de l'ordre de 80%, ce qui n'existe pas, hein, en fait, quand tu prends toute la boucle, on sait très bien recycler le cuivre, par exemple, quasiment à 100%, Ok. l'aluminium quasiment à 100%, sauf qu'il faut déjà le récupérer. Ouais. Et on ne sait pas le récupérer. Il y en a plein qui partent à droite, à gauche, des réusages. Et donc, on n'arrive pas à atteindre un taux de Ouais. 80%. À 80%, pour un certain volume, tu décales de 60 ans dans le temps, en fait, des Ok. problématiques de déplétion. Donc, c'est qu'un décalage. La solution, c'est de parler de sobriété. La sobriété, c'est revoir nos modes de vie. Alors, la sobriété, c'est réduire, de base. Mais Ouais. réduire quoi? C'est réduire nos besoins. Et de penser de manière systémique. C'est-à-dire que tu vas d'abord penser à tes besoins, comment tu les réduis, pour ensuite dire il faut du recyclage, ça on ne pourra pas s'en passer, donc il faudra le recycler au mieux, etc. Et pour arriver après à la matière que tu utilises, à la quantité de matière que tu utilises au départ. Alors, ça s'applique très bien à l'énergie, mais ça s'applique aussi aux problématiques matière, la sobriété. Mais dès lors qu'on interroge les besoins, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est toi qui vas décider des besoins, tes propres besoins, des hiérarchies de tes propres besoins, ou c'est de manière collective? Si c'est de manière collective, c'est qui? Qui décide pour qui? Qui décide comment? Alors, si c'est une convention citoyenne pour le climat dont on tient en compte les conclusions, Ça pas de dénonce, problème. attention. Si c'est notre président de la République qui décide, j'ai absolument pas confiance. Donc, la hiérarchisation des besoins, derrière, quand tu vas interroger déjà nos modes de vie, c'est hyper important, nos manières de faire société, nos manières de gérer l'espace, nos manières de gérer le temps. C'est une question très philosophique. Et finalement, comme il y a le qui décide, c'est notre démocratie que tu interroges. Et donc, appliquer de la sobriété nécessite de repenser en profondeur notre consommation, notre manière de réfléchir, notre manière de faire société. Et ça, c'est un sacré défi, une manière de raconter positivement en fait aussi le devenir, parce c'est facile d'être plus sombre que d'être positif. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça soit un avenir extrêmement sombre, mais il faut quand même essayer d'agir, parce que on a des gosses ou pas, mais on est là ou pas. En tout cas, on est là encore pour un certain nombre d'années. On va être affecté. Ça, c'est une évidence. On est déjà affecté par toutes les conséquences. Donc, appliquer le prisme de la sobriété sous une acception large, c'est hyper important pour régler les problématiques du sable. Ouais. Pourquoi a-t-on besoin de route? En fait, oui, parce qu'on veut faire passer des camions de 60 tonnes.
si on mettait les camions sur le train, alors qu'on a déjà toutes les infrastructures et qu'elles nécessitent beaucoup moins de sable. Je crois qu'au kilomètre, c'est 10 000 tonnes de sable pour du train, ou c'est 1000 tonnes. J'ai plus les proportions, et c'est 3 fois plus pour la route. La route où il n'y a pas de 60 tonnes. Ouais. Donc voilà, non, mais toute proportion gardée. Non, mais c'est vraiment important d'avoir toute cette réflexion en cascade, cette réflexion systémique, pour pouvoir avoir le bon jugement. Se dire, bah voilà, on accepte de ralentir. Bah, si on prend le train, c'est plus complexe. Donc d'aller d'un endroit A à un endroit B, parce qu'on a tout supprimé le train, on a tout cassé, ça sera plus long, en tout cas au début. Mais comme les infrastructures, encore les pistes sont là, même si on en a fait des pistes cyclables, on n'a pas enlevé le ballast est toujours présent, on peut remettre des rails assez facilement dessus. Alors c'est des conséquences, remettre des traverses, remettre des rails qu'il faut fondre, etc. Mais ça nécessite de s'interroger sur le sable et comment on réduit les besoins en sable. Ça m'interroge sur notre société, notre manière de faire société, nos propres besoins, nos manières de se déplacer, de nous loger, voire de se nourrir. Parce que les sables coquillers, c'est bien pour amender même des exploitations apparemment qui étaient bio derrière. Bah non, ça va pas. Ça va pas. Il y a trop fortes incidences environnementales. Donc comment tu repenses en fait de manière agroécologique ton système alimentaire? Ce système alimentaire, c'est de la fourche à la fourchette. Tu cibles les agriculteurs, on en parle beaucoup, on les entend souvent, du plomb. Et les consommateurs qui sont, ouais, regardez, les jeunes, ils mangent que des burgers maintenant, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à diminuer nos consommations de viande en France. Rouge, hein, j'entends. Mais il y a tout ce qu'il y a au milieu. Hein. Le problème, c'est ce qu'il y a au milieu. C'est les distributeurs, c'est les transformateurs, c'est les semenciers, c'est ceux qui font les adjuvants, etc. Donc c'est vraiment important de penser de manière systémique. Ouais, Parce que généralement, on oublie les nœuds, les grosses problématiques qu'il y a au milieu. Voilà. Bah, pardon, je suis allé encore une fois un peu plus loin, mais ça va avec les problématiques. Le sable est emblématique en fait de toutes ces problématiques-là, parce que en tant que élément qu'on consomme le plus au monde et de très 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 loin, on a les incidences environnementales les plus importantes de très 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 loin. Voilà. Et même en y pensant de façon collective, comme tu le dis, c'est quelque chose qu'on pourrait lancer chez nous en France, par exemple, si on se tient qu'à notre pays de façon voilà, collective, mais parce qu'en fait, on est déjà un pays développé. Et j'imagine que si on devait réfléchir au niveau collectif, bah là, vu que les impacts sont mondiaux, réfléchir tous ensemble au niveau mondial, mais avec des niveaux de développement qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont bientôt arriver avec une envie, et c'est normal d'avoir envie de se développer, d'arriver à une certaine richesse économique pour les pays qui sont encore en voie de développement, etc. Et de comment eux peuvent... C'était une discussion que j'avais avec un professeur où il parlait de la révolution industrielle et du développement des pays d'Europe, etc. Et que parfois, tu vois, toutes les décisions au niveau écologique, on voulait les imposer à des pays qui n'avaient pas encore fait leur développement, et à quel niveau c'était juste de vouloir, en fait, en leur imposant des règles de sobriété et tout ça, se dire, nous, on a déjà fait ce qu'on avait à faire, et puis on voudrait imposer à des pays de ne pas se développer aussi vite parce qu'attention, l'écologie, hein. Je suis complètement d'accord avec toi. La sobriété, déjà, s'implique aux pays qui sont développés. C'est ça. Qu'on dit développés. Oui. Parce que c'est quoi le développement? C'est des sociétés ultra inégalitaires. C'est la société du confort à tout champ. Et le confort, en fait, c'est souvent du non essentiel. Par contre, il y a de plus en plus les pauvres dans les pays occidentaux sont de plus en plus pauvres, et les riches à l'inverse. Est-ce que c'est ça le développement? Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tous les autres dans la misère, c'est pas ça que je dis. Maintenant, un développement juste, c'est quoi? Qu'est-ce que ça? Est-ce que c'est que tous les pays qui sont reconnus comme étant plus pauvres aient tous des Tesla demain, quoi? Non, on s'en fout. Par contre, qu'ils puissent se déplacer avec des trains qui soient adaptés à leur climat, etc., de manière confortable, vivable, régulier, fiable, etc. Oui, bien sûr. Tout est dans la mesure. Voilà. La sobriété, évidemment, ça s'impose d'abord à nous. Ouais. C'est nous qui pillons les planètes, c'est nous, la planète en nous. Avec encore une grosse part d'inégalité. Hein. Je ne l'oublie pas, celle-là. Hein. Entre, alors je vis en Haute-Marne. Haute-Marne, c'est un territoire assez pauvre, voire très pauvre, avec des grosses inégalités, parce que ce fut un territoire extrêmement riche, fut un temps, il y en a encore. Et
tu peux pas demander la même chose à tous les habitants. Voilà, il y en a Bien sûr. qui crèvent de faim en fait parmi le voisinage. Donc il y a de la malnutrition à gogo. Ça s'applique pas à tout de manière indifférente, à tout le monde de Mm. manière indifférenciée. Ça s'applique au sein de nos pays comme au niveau mondial. Par rapport au développement, je voulais faire juste une remarque. J'aime bien le donut de l'économiste j'arrive jamais à prononcer son nom, Ragroff. Euh, en gros, t'as au bord extérieur du donut, c'est le plafond environnemental. Je sais pas si ça te dit quelque chose, hein. Non. C'est le plafond environnemental, et donc tu as toutes les limites planétaires, hein, l'eau, le changement climatique, la biodive, les cycles géobiochimiques, l'acidification des océans, etc., etc. Et l'intérieur du donut, en fait, c'est le plancher social. C'est la réponse à, en grosso modo, c'est les ODD, plus ou moins, mais je suis pas sûr que ça soit tout à fait en adéquation, mais avoir une alimentation saine, un emploi de qualité, Mm, intelligent, etc., etc. Et en gros, il n'y a aucun pays qui est, selon elle, un pays développé devrait être dans ce donut, ou ce Paris-Brest, si on veut. mm. Ah, on préfère le Paris-Brest, excuse-moi, Oui, quand oui, même. oui. Et je suis d'accord. Et donc, c'est comment, pour elle, donc c'est comment tu vis entre ce plafond environnemental et ce plancher social. Et ce qui lui fait dire, ben, il n'y a aucun pays dans le monde qui répond à ça. Aucun. Donc, il n'y a aucun pays développé. Donc ça, c'est une belle réponse au développement, à ce qu'on Ouais, appelle le développement, je trouve. Voilà, ça c'était... ouais, j'aime bien sa manière de voir le développement, mais encore une fois, la sobriété, c'est pas de l'austérité aussi. Ça s'applique pas à tout le monde de manière indifférenciée. C'est hyper important de revoir la société de manière globale et collégiale. C'est hyper important. Et mm, ça offre en tout cas un cadre de pensée systémique, surtout. Et ça, c'est un impératif. Et c'est pas la systémique comme on entend dans les discours gouvernementaux, c'est une vraie systémie, hein. Tu penses à tout en même temps. Moi, dans le bouquin, par rapport parce qu'on parlait des solutions, dans le mm. bouquin, j'évoque en fait la diplomatie internationale, comme tu dis, mais je suis pas naïf dessus. Il y a une initiative qui s'appelle l'ITI, c'est une initiative pour l'extraction des matières premières, Mhm. qui essaye de réguler le commerce et de partager des bonnes pratiques. Et c'est encore du volontariat, ça nécessite des moyens de contrôle, etc. etc. Le sable n'est pas dedans, c'est surtout des matériaux généralement critiques qui intéressent les pays riches, Ok. qui est dedans. Maintenant, l'idéal, ça serait de passer par ce genre de structure, l'idéal. Mais aujourd'hui, où on a une montée de l'extrême droite, de l'autoritarisme, on a bien en France aussi, hein, l'autoritarisme, on a un pays bien autoritaire. Euh, c'est presque. Encore une fois, je suis pas naïf. C'est pas possible d'avoir ces deux montées, etc. Ce repliement sur soi d'un peu partout, qui prend aussi sa part dans les inégalités sociales, surtout, et aussi dans les problématiques environnementales. Mhm. Parce que on le sent qu'il y a des tensions, on sent qu'il y a des problématiques d'eau. Dans le reste de la France, là, en Meuse, il y a des villages qui sont en mode interdiction de livrer de l'eau. Jusqu'à quand, on ne sait pas, parce que pollution PFAS. Ces fameux polluants éternels dégradés issus en fait des pesticides. C'est des molécules qui se dégradent une première fois, puis après elles se dégradent plus. C'est partout en France, ça. Aujourd'hui, il y a les premiers arrêtés qui Ah tombent. bah C'est l'eau, des ouais. tensions supplémentaires. Et l'accès à l'eau, c'est une base, quoi. Et donc, cette montée de tension empêche, en fait, d'avoir des discussions intelligentes au niveau international. Déjà qu'on ne les a pas au niveau local. Ouais, il y a une belle remise en cause à faire de pas mal de paradigmes. Mais là, Ouais. encore une fois, on s'éloigne un peu du ça, même si, encore une fois, C'est lié. c'est lié, oui, parce que c'est notre rapport à ce qui nous entoure. Mm. Est-ce qu'on est dans le vivre contre, comme on l'a depuis les Lumières, hein, ou l'homme, je préfère dire l'humain maintenant, mais c'est vraiment l'homme blanc Ouais. Oui. occidental, et plutôt que la femme noire pauvre. Et évidemment, il y a cette distinction, elle est hyper Bien sûr. importante socialement en termes d'inégalité. Euh, on est en train de remettre en cause un peu ce vivre contre la nature, par et pour l'homme blanc, et plus vivre avec de manière Mm. collégiale, puisqu'on fait partie de tout ça, on n'est pas au-dessus. Voilà. Et ces considérations-là t'invitent à revoir en fait comment tu réfléchis, comment tu
va te poser des questions, comment tu vas voir ton système économique. C'est des applications assez concrètes qui se font de plus en plus en fait en France ou dans le monde. Non, mais c'est des visions territorialisées. Tu l'as au sein de communautés de communes. Oui. L'exemple le plus connu, c'est dans la Biovallée de la Drôme, où tu essaies de changer des paradigmes et de manière de voir. Tu vas penser le territoire à partir de la source de la Drôme à son embouchure. Voilà. Et tu vas réfléchir de manière différente, mais ça va t'inciter à avoir des solutions différentes, tout en répondant aux besoins, en luttant contre les inégalités, en préservant l'environnement. Et ça, tu sors du productivisme, du capitalisme, du libéralisme, de plein de trucs qui finissent en isme, parce que le système actuel est en fin de vie, ça c'est clair. On n'arrive pas à penser au-delà parce qu'on n'y arrive plus, parce qu'on était tellement dans une telle mouture, c'est très problématique. On n'arrive plus à penser aujourd'hui à la fin du monde qu'à la sortie du système dans lequel on est. C'est assez hallucinant. Alors que quand tu regardes historiquement, c'est pas le cas. À chaque époque, tu n'avais pas de problématique pour penser autre chose. Mais on est tellement dedans, dans une. Il n'y a pas d'autre solution. Si, il y en a. Maintenant, lesquelles je ne sais pas. Je ne peux pas tout seul. Mais il y a des tentatives de réinvention au niveau local. Voilà, qui sont vraiment J'imagine en même temps, quand c'est au niveau local, tu dois te sentir tellement submergé par la charge de travail et par te dire, est-ce que, enfin ça c'est des réflexions très personnelles, mais te dire, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose si je suis tout seul dans mon petit territoire, à faire quelque chose, à essayer de mettre en place, et si tous les autres autour continuent à se comporter n'importe comment, tu peux aussi être submergé par la tâche, ce qu'il y a à faire dans cet environnement de tension, quoi. En fait, tout n'est que tension et que enjeux hyper stratégiques et qui peuvent te revenir en pleine face. Et voilà, quoi. Est-ce que ça sert à quelque chose, quoi? Toujours. C'est ça ça. sert toujours. Bah, déjà, tu fais ta part et donc au moins, Oui. Alors, je dis, en tant qu'individu, tu fais ta part et tu contribues un peu au mieux-être et tu es un peu plus en phase avec tes valeurs. On est tous plein de contradictions, mais tu es un peu plus en phase en tout cas. Au niveau micro, c'est-à-dire un peu au niveau de collectif, bah oui, tu dépends tu peux pas tout faire parce que tu n'imprimes pas ta monnaie, parce que tu gères pas, tu as des obligations de dette que quand tu imprimes ta monnaie, tu n'as plus. Oui, tu fais face à d'autres problématiques qui sont à une autre échelle. Par contre, le fait d'agir, par exemple, si on parle changement climatique, qui est le plus connu, qui est le plus simple à aborder, si tu gères déjà, toi, les politiques d'atténuation, même localement, qui a des incidences mondiales, mais même localement, généralement, c'est couplé à l'adaptation. Donc toi, tu vas déjà être plus résilient et faire face aux problématiques qui vont venir, même si les autres foutent rien. Tu vois. Donc toi, ton territoire, il sera déjà une terre de mieux vivre. Ce sera dégradé parce que les autres n'ont rien fait et toi, tu n'as peut-être pas fait suffisamment, mais ça sera toujours du mieux vivre par rapport aux autres. Parce que tu anticipes. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Parce que tu participes à l'effort collégial, même si c'est une goutte d'eau, ben, en termes adaptation, tu auras un temps d'avance. Voilà. Et économiquement parlant, je prends un exemple territorial que je défends. Le fait de développer une société d'économie mixte qui développe les énergies renouvelables avec un intérêt de développement territorial. On ne va pas aller concurrencer les autres. C'est juste essayer de fournir de l'énergie aux citoyens moins cher, avec des prix stables, etc., qui soient hors marché. Même s'il y a des incidences du marché dessus, tu ne peux pas te couper, aux entreprises locales. Déjà, tu développes les énergies vertes, donc tu es quitte d'importer les énergies fossiles, clairement. Enfin, c'est pas suffisant, mais tu fais encore une fois ta part. Mais c'est un facteur d'attractivité économique, parce que tu vas garantir des prix stables à peu près pendant 20 ans. Et si tu arrives à répondre aux besoins, je sais pas, d'une entreprise sidérurgique, etc., donc il faut de la grosse puissance, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut solariser les toitures et pas mettre tout en champ, parce que les champs, ça altère la biodiversité et les sols, c'est d'autres problèmes en pensée systémique. Et pour faire des fondations, généralement, tu as besoin de sable. Oui, voilà. Évidemment. On revient à notre sujet. Le fait d'avoir ce temps d'avance, tu es attractif. L'attractivité, c'est quelque chose qui est hyper important dans des territoires qui se désertifient. C'est une autre problématique où les gens vieillissent et se sentent de plus en plus seuls. Tu as la forêt, même si elle est malade, qui prend de la place. Tu as des territoires un peu plus ensauvagés, etc., qui peuvent
qui peuvent aller à l'encontre d'un imaginaire. Tu n'as plus de service public, ça fait donc une montée d'extrême droite aussi. Tu as tout ça qui s'embrique un peu, mais le fait d'agir aujourd'hui sur une scène qui va atténuer le changement climatique, ça va être un facteur d'attractivité et d'adaptation à des coupures futures qu'il pourrait y avoir, à des blackouts, etc. Ok. Voilà. C'est un exemple en fait. Et Ouais. donc avoir ce même genre de politique sur le sable en raisonnant ta politique de bâti, en essayant de développer ce que tu peux. T'as pas sur une collectivité de communes, tu n'as pas de politique de ferroviaire. C'est le niveau du dessus. Ouais. Par contre, tu as une politique routière. Donc comment tu agis là-dessus? Et encore, c'est partiel. Tu n'as pas toutes tes routes. Tu ne contrôles pas toutes tes routes. Par contre, tu peux contrôler aussi les bâtis. Ouais. Tu peux, dans ton pays élu, dire bon, on ne fait plus de murs à la cour, quoi. C'est ça. Parce qu'en plus, ça entrave la biodiversité. La France, c'est un pays de barrières. Hein. Quand tu vas en Suisse, en Allemagne, ils n'ont pas de barrières hein, sur leur maison. Hein. Ils n'ont pas de murs. Hein. Les petits murets, ça n'existe pas. Donc, consommation de sable vachement réduite. Et donc, ça s'inscrit dans un pays élu, mais tu l'inscris au niveau local. Donc, tu as un effet. Un effet d'atténuation, mais un effet positif. Tu consommes moins de sable. Et en plus, tu vas avoir une biodiversité plus riche derrière. Alors, tu vas peut-être pas être contente qu'il y ait un renard qui passe dans ton jardin parce que tu as des poules à côté, mais tu protèges tes poules. Tu les Oui, enfermes voilà. aussi. Mais bon, c'est des petits trucs, des petits trucs comme ça, quoi. Ouais. Toute action a des effets d'adaptation et d'attractivité. Toute action. C'est bien, c'est plein d'espoir ce que tu dis, donc je vais directement casser ça. Est-ce qu'on peut imaginer que on a déjà parlé des mafias, de la violence, des mafias du sable et de la violence qu'il peut avoir autour de cet enjeu et de cette ressource. Est-ce que pour le futur, de ce que tu as vu dans tes recherches, est-ce que on peut imaginer qu'il y ait des futurs conflits importants autour de cette ressource, violents, internationaux? Ou on n'en est pas là. C'est pas. Si on se projette dans le futur. Ouais, je pense pas qu'il y ait conflit parce que tu as toujours moyen de raser une montagne ou une de tes montagnes, alors, sauf exception, raser C'est une horrible. montagne pour produire du sable. C'est Voilà, donc, horrible. ouais, c'est ce qui est fait actuellement. Tu l'as. Non, on va raser la petite montagne, là, c'est bon. Ah, très bien. Qu'il y ait des conflits directement liés au sable, non, je pense que ça restera un auxiliaire. Ça reste un auxiliaire pour gérer les tensions. Un Ouais. exemple que j'aime bien, il y a deux exemples en fait que j'aime bien au niveau des tensions diplomatiques autour du sable, qui permettent de voir comment ça pourrait se prolonger. On a parlé de la Chine et de Taïwan qui avaient à peu près les mêmes cartes pour revendiquer Ouais. les îles en mer de Chine. Mais les tensions qu'il y a entre Taïwan et la Chine continentale, hein, la République de Chine, populaire de Chine, eh bien, en fait, elles se passent autour du sable. Il faut savoir qu'il y a des îles qui appartiennent à Taïwan qui sont à moins de 20 km des côtes. Ouais. Certaines jusqu'à 2 ou 3, hein, les îles Makou, je crois, si je le prononce bien. Mais qu'est-ce que fait la Chine, qui a besoin de plus en plus de sable aussi, Ouais, et bien qu'il sûr, y ouais. a des réglementations qui ont été imposées sur en Chine continentale pour réglementer l'exploitation de sable parce qu'il y avait trop de dommages environnementaux et de problématiques d'eau. Plus en plus de flottes qui se mettent à extraire du sable en mer. Et quand comme je t'ai dit, physique du sac de billes, tu Oui. vas autour des îles qui sont toutes proches de ton territoire, exprès, tu vas draguer un peu, tu vas ramasser le sable, donc ça va faire que l'île s'érode. Donc tu as, Ouais. je sais pas, les infrastructures de militaires qui gardent un peu la côte, elles vont se retrouver un peu mises en danger puisque tu sapes les fondations qui ont du sable. Et là-dessus, en plus, quand tu remues en fait le sable, tu remues tous les poissons, les machins, tu viens avec ta flotte de pêche qui est la plus grande au monde, tu ramasses tout derrière. Donc tu nourris ta population, sauf qu'après il n'y a plus de vie, hein, c'est un désert Oui. ce qui reste. Hein. Tu ramasses du sable pour fragiliser l'infrastructure et faire qu'il n'y ait plus de Les ressources. plages, etc. Ouais. Donc les plages s'affaissent, donc s'il y a un côté touristique, tu l'as de moins en moins, etc. Alors, Voilà. c'est un travail de long terme, mais c'est ce qui se fait en tout cas actuellement, même si tu puisses dans les eaux internationales. Hein. Mais tu as moyen en fait d'éroder les côtes comme ça, et c'est ce que fait la Chine vis-à-vis de Taïwan, par exemple. Ouais, est-ce qu'il y a toujours dans ta question, le sable là, tu vois, il sert de justification ou en tout cas de moyen de pression. Mais c'est pas un organe de conflit direct. Ce dont j'ai pas parlé, c'est l'externalisation de la politique migratoire européenne, qui est bien crade selon mes mots. Voilà, la gestion de la politique migratoire, elle est sous-traitée aux pays du Maghreb, entre autres, mais aussi au Mali, etc., qui sont un peu en dessous.
Et en gros, on a vu dans ces pays-là, depuis une vingtaine d'années, une construction de murs de sable, en sable du désert. Donc, c'est 2 dunes, alors qui s'érodent avec le temps, mais tu les construis en bulldozer, tu fais Oui. des énormes montagnes, ça tient à peu près, pour entraver en fait le déplacement migratoire. Et ça a des incidences assez fortes sur les Touaregs, ou en tout cas les peuples du désert qui vivaient par là, qui ne vivent pas sur des frontières, qui vivent à travers différents Oui, c'est pays. ça, c'est Donc ça crée des tensions parce que les déplacements de population, tu peux plus. La gestion de ton troupeau, tu peux plus. Alors que avant, tu avais des gestions collectives des points d'eau. C'était assez intéressant. Il y avait une tradition collective. Alors tout n'est pas parfait dans les gestions collectives, mais il y avait des... En tout cas, il n'y avait pas une frontière qui s'arrêtait, le point d'eau il est à moi, tu n'y vas pas, quoi. Non. Donc, cette sous-traitance des politiques migratoires, c'est facteur de conflit, parce que c'est facteur de montée du djihadisme. Il y a Wagner qui était par là, en tout cas qui est toujours. Maintenant, je ne sais plus si ça s'appelle Wagner ou pas. Non, ils ont changé de nom, Ouais, Wagner, mais ouais, ils ont un nouveau petit nom, mais j'avoue, je ne l'ai pas en tête. Ouais, bon, c'est pas très grave, mais en tout cas, tu as une montée des conflits et des tensions qui est due à une entrave des déplacements par du sable. Alors ces murailles de sable sont apparues avec le Maroc qui a essayé d'empêcher le front Polisario du Sahara occidental de pouvoir s'approvisionner en Algérie ou quoi que ce soit. Donc c'est avec une politique encore coloniale qui est derrière. Et donc ça a été fait il y a un petit moment, ces murs de sable. Et maintenant, il y en a partout. Il y en a entre la Tunisie et la Libye, parce que la Libye a été complètement déstabilisée par une intervention franco-britannique il y a quelques années avec M. Sarkozy. Et donc, ça crée d'autres problèmes. Et donc, tu construis des murs de sable pour espérer être protégé, mais tu ralentis juste. Donc, pour les pauvres migrants qui essaient de traverser qui essaie d'avoir un avenir un peu meilleur, c'est juste du temps en plus dans le désert, dans des conditions de danger, et donc plus de morts, quoi. Voilà, ça c'est une manière de gérer la politique migratoire européenne, ces murs de sable. Donc le sable, oui, c'est un auxiliaire de conflit. Voilà. Alors, tu pourrais mettre des murs de béton, mais en plein désert, c'est plus difficile à entretenir. C'est plus facile de faire des murailles, des dunes de sable, en fait. Donc, tu as des belles cartes qui existent là-dessus. Super, on adore les murs, voilà. Donc l'avenir du sable, l'avenir de tension, encore une fois, je précise, c'est un auxiliaire et ça restera un auxiliaire. Mais il sera toujours présent, parce qu'on en consommera toujours un peu, d'une manière ou d'une autre. Ok. Et du coup, comment se sont passées tes recherches pour écrire ce livre qui est vraiment passionnant, que je conseille à tous les auditeurs? C'est gentil, j'ai essayé d'être un peu pédago. Alors, comment sont passées les recherches? Comme des recherches. Ouais, non, tu fais travailler un peu tes étudiants sur des sujets comme ça. Alors, moi, on n'a pas précisé, mais en plus de mon boulot, je suis directeur de transition écologique dans une agglomération en Haute-Marne, à Saint-Dizier exactement. Dans le grand Saint-Dizier d'Airé-Vallée, pour être précis, et je donne des cours encore à l'ENS, jusqu'à cette année c'était à Paris 1, et autour des thématiques environnementales et à Dauphine aussi. À l'ENS, j'ai un cours de géopolitique dans l'environnement que je partage avec un ancien collègue, Julien Foss, qui s'y connaît très bien en système alimentaire, en biodiversité. Et moi je traite les parties, je fais un petit cours, petite session sur la géopolitique du sable, évidemment. Et comment ça s'est passé les recherches? Il y a des fois des étudiants qui ont répondu en disant non, mais le sujet nous intéresse, on va creuser un cas spécifique. Au Maroc, par exemple, ou je ne sais pas où, en Inde. J'en ai eu un sur l'Inde, un sur le Maroc. Et alors ça t'aide à alimenter, en tout cas, et après à trouver d'autres sources que tu n'avais pas vues. Il y a eu les médias, il y a des papiers de recherche aussi, surtout la partie technique, c'était beaucoup de papiers de recherche et voir et ça c'est moins des articles politiques, des rapports d'ONG, tu as des rapports d'ONG, etc. Et comme il y en a un peu partout dans le monde et que c'est très divers et que ça touche, comme toute forme, dès lors que tu t'intéresses à la géopolitique, les aspects politiques, économiques, physiques. Là, il y a eu beaucoup d'articles de physique à comprendre comment, pourquoi, quoi ça répond, quels besoins, etc. Tu vas chercher aussi des datas, essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi il n'y en a pas, etc. Alors, tu as des rapports onusiens, mais tu compiles un peu tout ça, en fait, pour essayer de répondre un peu à la problématique. Et je suis loin d'avoir tout couvert, c'est une évidence.
Bah, ça, c'était une question qui allait suivre, c'est-à-dire est-ce qu'il y a il y a volontairement dans ton livre, c'est ce que je pose aussi aux gens qui font des mémoires de M2, parce que c'est petit, un mémoire de M2 et en thèse, est-ce qu'il y a un sujet en fait que tu as pu croiser dans tes recherches sur ton sujet, pour le livre, que tu as laissé de côté? Parce qu'en gros, il faut faire des choix de sujets à traiter autour de ton sujet et que tu t'es dit, bon ben ça, volontairement, je vais pas forcément l'aborder, mais ça pourrait être l'objet de futures publications, futures autres recherches. Si tu veux écrire une troisième ou une quatrième thèse. Non, peut-être pas, non. On va Non, se je calmer. fatigue un peu, ouais. On va se calmer. On parlait de ralentir, hein. Ralentir, c'est dans le travail aussi. Et ça, j'ai encore du mal. Mais alors, j'ai essayé de placer tous les sujets que j'avais pu croiser dans le bouquin, Ouais, même de manière en quelques lignes. ouais. Voilà. Il y en a un que j'évoque, je sais plus, mais je crois que je l'évoque vraiment succinctement, mais j'aurais aimé vraiment le creuser plus. C'est en fait le rapport de la couronne britannique à la gestion de ses ressources. La couronne britannique Ok. a une société qui gère les ressources pour l'avenir du peuple britannique Oh, et l'avenir qui du a peuple. changé progressivement en fait de vision, qui est moins inscrite dans le durable. Ok, Et il y a des problématiques de sable derrière. Et je ok, pense qu'un travail historique pour voir l'évolution concrète de, de la couronne britannique là-dessus et de voir ses évolutions pourrait être vraiment intéressant. C'est un cas très 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 concret de, ok. d'adaptation au contexte effréné, en gros de la grande accélération à partir des années 50 où on commence à tout consommer, à tout détruire, de manière bien plus forte et avec un taux de croissance hallucinant. Et ce serait intéressant de voir comment la couronne britannique va essayer de s'adapter à cette problématique parce qu'il y a des dommages et qu'on a perdu le sens initial de développement durable Ok. qui était inscrit depuis plusieurs siècles en fait, hein, puisque Ok. ça devait bénéficier au peuple, la couronne britannique. Moi je trouve que c'est intéressant. Voilà. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu viens de parler de ralentir, de ton travail, etc. Est-ce que tu continues à... bah, t'enseignes aussi? Est-ce que tu continues à creuser sur certains sujets? Est-ce que tu changes de sujet? Est-ce que tu écris des papiers? Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent? Ou là, bon, on va se calmer. J'aimerais bien calmer, mais alors, comme je te dis, j'ai dit en ouverture, je ne sais pas Ouais. trop dire non. Euh, en fait, le sujet intéresse beaucoup de monde Ouais. parce que c'est les plages, parce qu'il y a pas mal de récits autour du sable. Il y a voilà, ce que tu as évoqué, hein, le désert, les plages, c'est emblématique. Mhm. Et donc, j'ai pas mal de sollicitations autour de ça. Et donc, le magazine Diplomatie m'a sollicité pour écrire plusieurs articles dedans, faire une interview, etc. Mhm. Avec des échéances très courtes. Mais en tant que tel, j'avais pas prévu par rapport à faire un peu de com autour du bouquin, mais j'avais pas prévu de me relancer ou en tout cas d'étendre ces recherches-là. Ouais. Parce que je me suis installé aussi en Haute-Marne, comme je t'ai dit, où Ouais. il y a un patrimoine extrêmement riche. C'est le département le moins touristique de France, alors que le patrimoine est juste hallucinant. C'est pas connu du tout. Il y a des endroits magnifiques et puis c'est pas cher. Du coup, il y a de faire ça. C'est pas cher et t'as moyen de faire des choses. Et là, je me suis un coup de folie pour moins qu'un prix de studio parisien. Je me retrouve dans un couvent à rénover. Donc ça n'a rien à voir. Ok. Avec des méthodes ancestrales, où on essaie de limiter nos consommations de sable, justement pour la rénovation. Ok. Et ça prend du temps. Donc voilà. Pour le côté C'est un recherche, je pense que bon je vais m'enfermer un projet. peu. Ouais, ouais, tu Voilà. m'étonnes. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Hmm. Ouais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Des Ah bah, super travaux. il n'y a rien à me souhaiter à moi, mais en tout cas que le sujet intéresse des Ouais, gens, qu'on arrive à changer de modèle collectivement. Voilà, parce ouais, que ça commence à presser. Ça. Voilà. ouais. Mais c'est plus un souhait collectif à la rigueur que tu peux m'envoyer et que j'adhère à fond. Auquel j'adhère à Ok. fond. Voilà.
Ouais, bah en tout cas, je le souhaite très très fort. Comme d'habitude, il y aura un article qui sera dédié à cet épisode et puis à ton livre, bien évidemment, sur le site internet du Dazibao. Et puis je te demanderai aussi, comme je le fais avec tous mes invités, si tu as une petite bibliographie qu'on peut mettre pour les gens qui ont envie d'aller creuser, tu vois, des articles. Tu as parlé d'un documentaire d'Arte, peut-être qu'on peut le trouver sur YouTube, etc. Voilà, des espèces de petites références si les auditeurs ont envie d'aller plus loin. Et puis il y aura aussi une petite newsletter qui te sera consacrée ainsi qu'à ton livre. Voilà, merci encore de m'avoir consacré ce long moment pour parler de ton livre. C'était hyper passionnant et hyper inattendu comme sujet, j'avoue. Je te souhaite le meilleur, une bonne rénovation. Et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt et merci de ton invitation, merci de l'échange, c'était bien sympathique. Avec grand plaisir. À plus, bye bye. À plus.